Mon ex-femme a épousé mon PDG milliardaire et m'a fait renvoyer. J'ai perdu ma carrière, ma maison, tout. Profite bien de n'être personne, m'a-t-elle envoyé par SMS, alors que je livrais des pizzas à 50 ans. J'ai rencontré un vieil homme qui m'a dévisagé. Vous êtes le fils de Jacob Grant, n'est-ce pas, a-t-il dit. Votre père et moi avons fondé une société immobilière en 1982. Il en possède 60%. À sa mort, les parts vous sont revenus. Il m'a montré la valeur actuelle. Ce que j'ai vu m'a fait m'effondrer. 50 ans. Une calvitie naissante et un sac à pizza en guise de porte-document. C'est moi. La pluie tombait à verse, si dru qu'on aurait dit que Dieu était passé à la haute définition. Ma Honda Civic, qui avait la personnalité d'un âne fumeur à la chaîne, toussait, haletait et menaçait de prendre sa retraite là, en pleine rue. J'ai tapé sur le tableau de bord, du genre, allez, Betsy. Encore une livraison et je te mets de l'huile de synthèse cette fois. Elle ne m'a pas cru. Les essuie-glaces grinçaient sur le pare-brise comme s'ils déposaient une plainte pour tapage. Ma veste sentait un mélange de vieille mozzarella et de désespoir. Ce n'est pas un parfum qu'on peut acheter. C'est quelque chose qui se mérite. J'ai vérifié l'adresse à nouveau. 404 Westwood Drive. Le genre de manoir qui donnait l'impression de pouvoir remplir votre déclaration d'impôt tout en jugeant vos revenus. Une allée en marbre, une fontaine en forme de dieu grec contractant ses muscles, et le genre de porte d'entrée qui avait probablement un système de sécurité plus intelligent que moi. Je me tenais là, tenant une grande pizza au pepperoni dans une main et ma dignité dans l'autre, essayant de ne pas avoir l'air d'un suspect d'âge moyen. Puis la porte s'est ouverte, et là se tenait ce vieil homme, approchant la fin de la 70e, dans un pull impeccable, avec un regard perçant comme s'il avait vu trop de saisons de la vie et n'était toujours pas impressionné. Avant même que je ne puisse dire « pizza pour Drummond », le visage du gars est devenu blanc, blanc comme quelqu'un qui vient de voir un fantôme. Vous. Le fils de Jacob Grant, a-t-il balbutié, s'agrippant au cadre de la porte comme s'il venait de voir Elvis ressusciter d'entre les morts et commander un supplément fromage. Maintenant, j'ai l'habitude que les clients disent des choses bizarres. J'ai vu des gens ouvrir leurs portes vêtus de rien d'autre que de regrets. Des gens qui demandaient si je pouvais juste entrer une seconde le temps qu'ils trouvent leur portefeuille. Traduction, ils n'en avaient pas. Mais ce gars, il avait l'air de venir de voir une machine à remonter le temps sur pattes. Monsieur, ai-je dit prudemment en équilibrant la boîte à pizza, si vous faites une attaque, clignez des yeux 2 fois. Il n'a pas cligné des yeux. Il m'a juste dévisagé encore plus intensément. Jacob Grant. Votre père? Mon Dieu, vous avez ses yeux. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sûr? La dernière fois que j'ai vérifié, je tenais mes yeux de mon manque de sommeil et de mes traites de voiture. Il a ignoré cela, me faisant signe d'entrer comme s'il s'apprêtait à pratiquer un exorcisme. Entrez. Entrez avant d'attraper la mort dehors. Maintenant, tous les films d'horreur commencent comme ça. Un manoir isolé, une tempête à l'extérieur, un vieil homme amical avec trop d'informations. Mais bon, l'odeur de l'argent est un sacré désodorisant. Alors, je suis entré, laissant Betsy et ma fierté sous la pluie. Le salon donnait l'impression que la Smithsonian s'était accouplée avec un fond en fiducie. Des peintures plus vieilles que ma cote de crédit, des vitrines contenant ce qui ressemblait à des stylos anciens, et un tapis perçant si doux que je me sentais coupable de marcher dessus avec mes baskets à $40. La pizza fumait entre mes mains, essayant de me rappeler pourquoi j'étais là. Il a pointé du doigt une photo sur le mur. 2 hommes se serrant la main devant une structure à moitié construite. C'est votre père, a-t-il dit. Et il était là. Jacob Grant, l'homme dont je me souvenais à peine. Mort quand j'avais 12 ans. Il sentait toujours la sueur de bois et le café. Il construisait des maisons, du moins c'est ce que je croyais. Apparemment, ce n'était même pas la moitié de l'histoire. Monsieur, ai-je commencé. Je ne veux pas être impoli, mais... Il m'a coupé la parole. Vous ne savez pas, n'est-ce pas? C'est la phrase que les gens disent juste avant que votre vie ne fasse un virage à 180 degrés. Savoir quoi, ai-je demandé, essayant de ne pas faire tomber la pizza parce que c'était un pourboire de $12 qui m'attendait. Il a marché d'un pas traînant vers une armoire en chêne, a sorti un dossier en cuir plus épais que la Bible, et l'a posé sur la table basse avec un bruit sourd et dramatique. Votre père et moi avons cofondé une société immobilière en 1982.
Grande Drummond Développement. Nous avons construit les premières structures du quartier de Westwood. Mais quand Jacob est mort, tout a changé. Attendez, ai-je dit, les mains en l'air. Vous êtes en train de dire que mon père possédait une entreprise. Parce que j'ai grandi en mangeant des céréales pour le dîner. Il a hoché la tête solennellement. Oui, il en possédait 60%. J'ai géré le reste jusqu'à ce que, eh bien, je pense que ce soit perdu, mais ce n'est pas le cas. Ça a connu une croissance exponentielle. Il a fait glisser le dossier vers moi comme s'il contenait les secrets de l'univers. Mes doigts ont hésité sur le fermoir, de la même manière que l'on fait quand on est sur le point d'ouvrir quelque chose qui pourrait soit réparer votre vie, soit y mettre le feu. À l'intérieur se trouvaient des décennies de contrats, de relevés bancaires et de lettres adressées à Jacob Grant, cofondateur. Le nom de mon père était partout, en relief, signé, imprimé. C'était comme découvrir que votre père était Bruce Wayne et qu'il avait juste oublié de le mentionner. Et puis est venue la révélation finale, une fiche d'évaluation rédigée par un avocat spécialisé en immobilier. Valeur actuelle estimée de Grande Drummond Développement, 900 millions de dollars. 900 millions de dollars. Avec un grand M. J'ai ri aux éclats, comme un fou. Vous plaisantez, ai-je dit. Vous plaisantez absolument. C'est une sorte de malentendu. Non. Je livre des pizzas. Ma voiture a besoin d'une thérapie au ruban adhésif. Mon propriétaire m'envoie des rappels de loyer passif-agressif. Vous êtes en train de me dire que je possède une partie d'une entreprise valant près d'1 milliard de dollars? Il a souri. Le genre de sourire doux et nostalgique qui vous met mal à l'aise. Vous n'en possédez pas une partie, mon garçon. Vous en possédez 60%. Votre père n'a jamais vendu. Il a gardé votre nom sur le testament. Vous êtes l'héritier. Maintenant, j'ai eu des nuits folles dans ma vie. Ma réception de mariage, la signature de mon divorce, la fois où un client m'a laissé des jeux à gratter en guise de pourboire, mais rien de comparable à ce moment-là. Mon cerveau était en train de charger. Mon âme a fait un écran bleu. Mes jambes ont lâché plus vite que mon mariage. J'ai marmonné quelque chose comme « c'est impossible », avant que la gravité ne décide que j'avais eu assez d'incrédulité pour une seule soirée. La chose suivante dont je me souviens, c'est que j'étais face contre terre sur son tapis perçant. Pas mon moment de plus grande fierté. Quelque part au loin, je l'ai entendu crier « Oh, mon Dieu !» Il s'est évanoui. Ce qui était honnêtement justifié. Quand j'ai repris connaissance, j'étais sur son canapé avec un verre d'eau, un linge humide sur le front, et le vieil homme qui me regardait comme s'il venait de redémarrer mon existence. « Vous allez bien, mon garçon ?» a-t-il demandé. Je crois que mon cerveau vient de faire une overdose de rebondissements, ai-je croassé. Vous êtes en train de me dire que mon père m'a laissé une entreprise, et que j'ai livré des pizzas pour survivre? Il a gloussé doucement. La vie est drôle comme ça. Parfois, elle cache l'or sous la graisse. J'ai siroté mon eau, en assimilant l'information. Donc, laissez-moi résumer. Pendant 50 ans, j'ai vécu d'un chèque de paie à l'autre, en grattant des pourboires, et mon père avait tout un empire immobilier enfermé dans une capsule temporelle. Essentiellement. Oui. Eh bien, bon sang. Ça explique la confiance que je n'ai jamais héritée. Il a ri. Vraiment ri. Et pendant une seconde, j'ai vu les décennies fondre de son visage. Votre père aurait adoré ça. Il a toujours eu votre sens de l'humour. Nous avons parlé pendant des heures de papa, de l'entreprise, de la façon dont, après sa mort, les choses sont devenues désordonnées. Confusion juridique, dossiers perdus, partenaires qui s'en vont. Walter Drummond, ce vieil homme en face de moi, avait essayé de me retrouver pendant des années, mais la piste s'était refroidie quand ma mère s'est remariée et que nous avons changé d'état. Alors, et maintenant, ai-je finalement demandé, craignant presque la réponse. Maintenant, a-t-il dit, les yeux pétillants, nous remettons les choses en ordre. L'entreprise est toujours active. Les actifs existent toujours. Vous êtes le propriétaire majoritaire légitime, mais pour le réclamer, nous aurons besoin de faire appel à un avocat et d'avoir un peu de courage. Un avocat, je peux en trouver un, ai-je dit. Le courage? Je vais peut-être devoir le louer. Il a souri de nouveau, tapotant le dossier. Vous êtes le fils de Jacob. Vous l'avez déjà.
J'ai regardé ce dossier comme si c'était la boîte de Pandore. Et peut-être que c'était le cas, sauf qu'au lieu de malédiction, elle contenait des certificats d'action, des actes de propriété et une seconde chance. Toute ma vie, j'avais cru être destiné à mourir anonyme. Un type d'âge moyen sentant le péproni et les factures impayées. Mais peut-être, juste peut-être, l'univers en avait-il fini de rire de moi et était prêt à rire avec moi. Quand j'ai finalement quitté ce manoir, la pluie s'était calmée pour devenir une bruine. Je me tenais sous la lumière du porche, serrant le dossier contre ma poitrine. Mon reflet dans la porte vitrée semblait le même. Les mêmes yeux fatigués, la même casquette de pizzeria, la même âme endettée. Mais quelque chose à l'intérieur avait changé. J'ai marché jusqu'à ma Civic, qui a gémi comme si elle en voulait à mon optimisme tout neuf. « Détends-toi », lui ai-je dit. « Si tout ça s'avère vrai, tu auras le plein et un plan de retraite. » Alors que je démarrais, les essuie-glaces ont crissé sur la vitre. Les lampadaires miroitaient sur la chaussée mouillée et mon cœur battait à ce rythme étrange qui ne se produit que lorsque l'impossible commence à sembler possible. 900 millions de dollars. L'héritage de mon père. Mon deuxième acte. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, cette ridicule nuit trempée par la pluie et parfumée à la pizza, venait de forcer le coffre-fort de tout ce que je ne savais même pas avoir perdu. Et quelque part entre le bruit de la pluie et l'odeur de la mozzarella, je jure avoir entendu la voix de mon père dire « Tu en as mis du temps, gamin. » 6 mois plus tôt. J'étais quelqu'un. Pas le genre de quelqu'un comme une célébrité. Personne ne hurlait mon nom ni ne demandait de selfies. Mais j'étais le genre de quelqu'un qui avait une place de parking d'entreprise à son nom et une agrafeuse qui m'appartenait vraiment. Responsable logistique principal chez Arlo Dynamics. 23 ans à arriver tôt, à manger mon déjeuner à mon bureau et à faire semblant de m'intéresser au PowerPoint de team building. J'avais une maison avec une pelouse qui ne ressemblait que légèrement à une coupe de cheveux de dépression, un frigo qui fonctionnait la plupart du temps, et une cafetière Keurig qui me donnait une impression de luxe. Ouais, je pensais que je m'en sortais bien. Jusqu'à cette nuit où ma dignité a été enterrée sous un lustre. Le gala annuel de l'entreprise était un véritable spectacle. Il se tenait dans la salle de bal de la Yacht, le genre d'endroit où les serviettes avaient plus d'amidon que ma chemise. Tout le monde était là, des cadres, des investisseurs, même les stagiaires qui faisaient semblant de faire du réseautage. Je me suis pointé avec mon seul bon costume, bleu marine, fraîchement nettoyé au pressing, sentant légèrement l'eau de Cologne et l'optimisme. Je me disais que j'allais attraper quelques cocktails gratuits, peut-être serrer la main de Victor Arlo, et faire semblant que nous faisions tous partie d'une grande et heureuse famille d'entreprise. Spoiler, ce n'était pas le cas. J'avais à peine fini mon premier verre de champagne que la salle est devenue silencieuse. Ce genre de silence gênant, comme quand votre mère entre au milieu d'une dispute et que tout le monde se rappelle soudainement ses bonnes manières. Le projecteur s'est tourné vers l'entrée, et elle était là. Monica. Mon ex-femme. La femme qui m'avait dit un jour que je manquais d'ambition pendant qu'elle regardait l'émission Shark Tank en pantalon de pyjama. Et elle n'était pas seule. À son bras se trouvait nul autre que Victor Arlo lui-même, mon patron milliardaire, le diable aux cheveux argentés qui faisait des discours de motivation ressemblant à des négociations de prise d'otage. L'homme possédait la moitié de l'État, 3 jets privés, et apparemment maintenant, mon ex-femme. Je me tenais là, tenant mon verre comme un négociateur en prise d'otage, essayant de décider si je devais me rendre ou jeter le verre. Mon collègue Karl s'est penché et a chuchoté, « Mec, est-ce que c'est ?» ?»« Ouais, » ai-je dit, forçant un sourire si tendu qu'il aurait pu fissurer du béton. Ils sont entrés comme des membres de la famille royale. Victor dans son smoking sur mesure, Monica dans une robe rouge si spectaculaire qu'elle aurait probablement dû être livrée avec une étiquette d'avertissement. La salle entière s'est transformée en un public d'un épisode final de soap opéra. Victor m'a vu en premier. Son grand sourire aurait pu alimenter une petite ville en électricité. « Elliot » a-t-il dit assez fort pour le dernier rang. « Ravi de te voir. Je veux te présenter quelqu'un. » Et puis est venue la phrase qui méritait sa propre pierre tombale. « Voici ma fiancée, Monica. » Fiancée. Le mot m'a frappé comme une chaise pliante au ralenti. J'ai failli m'étouffer avec ma crevette au champagne. Ma gorge a émis un son situé quelque part entre un rire et un écureuil mourant. Je l'ai regardée. Elle a souri de ce sourire suffisant de « j'ai gagné à la loterie ». Et j'ai pensé, est-ce la vraie vie ou une scène coupée d'une mauvaise télénovela?
J'ai réussi à dire « le monde est petit » parce que le sarcasme est mon seul mécanisme de défense. Elle a ronronné en retour « le salaire est plus petit ». La foule a ri nerveusement. Même le DJ avait l'air de vouloir mettre une marche funèbre. Mon équipe s'est soudainement découvert un besoin urgent de vérifier ses téléphones ou d'examiner les dalles du plafond. C'était comme un groupe collectif de témoins faisant semblant de n'avoir pas vu un crime. Victor a fait teinter son verre. Au nouveau départ, a-t-il annoncé. Tout le monde a applaudi. Je restais juste là, à penser, mon pote, l'un de nous est sur le point d'avoir une fin à la place. Après ça, la nuit n'a été qu'un flou. Chaque conversation ressemblait à un entretien d'embauche pour lequel je n'avais pas postulé. Les gens n'arrêtaient pas de me lancer ce regard. Cette pitié mêlée de curiosité, comme si j'étais une pièce à conviction appelée l'homme qui a tout perdu sauf son badge. Monica flottait dans la pièce comme si elle lui appartenait, présentant Victor à des gens qui étaient autrefois nos amis. Elle m'a même fait un clin d'œil une fois, le genre de clin d'œil qui dit « Tu regardes l'histoire s'écrire, chérie ». Au moment du dessert, mon monologue intérieur s'était transformé en un scénario de Quentin Tarantino. Je suis parti tôt, prétextant un mal de tête, ce qui était vrai, causé par un chagrin d'amour et des émanations de champagne de seconde main. J'ai conduit jusqu'à la maison avec la radio éteinte, juste moi et le son de ma dignité mourant doucement sur le siège passager. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une gueule de bois d'humiliation. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé. Mon fil d'actualité était inondé de photos du gala. Victor et Monica posant comme les rois du bal de promo avec le hashtag #PowerCoupleGoal. Mes amis m'ont envoyé des SMS demandant « ça va ?» Ce qui, si vous vous demandez, est le code pour « on ne peut pas croire qu'elle ait régressé éthiquement mais progressé financièrement ». Au travail, c'est devenu pire. Les murmures me suivaient comme une mauvaise eau de Cologne. Chaque fois que j'entrais dans la salle de pause, les conversations mouraient plus vite que mon plan d'épargne retraite en 2008. Karl a essayé de détendre l'atmosphère. Et, au moins ton ex s'est échangé contre un PDG. La mienne m'a quitté pour un type qui vend des cigarettes électroniques. Félicitations, ai-je dit. Au liste, le tien ne signe pas tes chèques de paie. Je me suis plongé dans le travail. Je me disais que si je pouvais juste me concentrer, les gens finiraient peut-être par oublier. Mais l'Amérique des entreprises aime les drames plus que les profits. Les RH ont même programmé un contrôle de bien-être confidentiel. Traduction, nous voulons juste nous assurer que vous ne prévoyez pas de mettre le feu au bâtiment. Les choses se sont stabilisées pendant un moment. Je me suis concentré sur les calendriers d'expédition et les rapports trimestriels. Je me suis convaincu que j'étais passé à autre chose. Ça a duré environ 3 semaines. Puis l'email est arrivé. Objet, annonce de restructuration de l'équipe de la part de Victor Arlo. Corps du message, avec effet immédiat, la logistique et la distribution relèveront directement du bureau de la direction. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Monica Arlo en tant que conseillère principale. J'ai fixé l'écran, j'ai relu le nom, et j'ai murmuré « Oh, c'est une putain de blague ». Karl a passé la tête par-dessus le mur du box. « Est-ce que c'est ?» ?»« Ouais, ai-je dit. » Il a grimacé. « Tu veux que je simule une alarme incendie ? » J'ai apprécié la loyauté, mais on ne peut pas échapper à l'enfer quand il a votre adresse email. Une semaine plus tard, Monica est entrée dans mon département avec l'assurance de quelqu'un qui avait inventé le concept de leadership. Elle portait un blazer qui coûtait probablement plus cher que mon prêt hypothécaire et des talons qui auraient pu servir d'arme. L'équipe, a-t-elle dit, je suis ici pour optimiser l'efficacité. J'ai pensé, ouais, tu vas d'abord optimiser mon mariage. Elle m'a souri directement. Elliot, ça fait un bail. Comment t'installes-tu ? Comme de l'amiante, ai-je dit à voix basse. Elle a cligné des yeux. Pardon ? Tout va bien, ai-je dit. C'est super. Chaque réunion après cela était un cirque. Elle balançait des mots à la mode comme synergie et cohésion des flux de travail, pendant que je restais assis là à fantasmer de déménager en Alaska. Victor passait de temps en temps, faisant semblant de ne pas organiser le plan à 3 le plus inconfortable du monde, PDG, ex-femme, ex-mari. Puis est venue la suite du gala, notre réunion trimestrielle sur les résultats, où Victor a annoncé des profits records. Il a remercié Monica pour ses intuitions stratégiques, ce qui était le code pour « j'aime ses goûts en matière de yacht ». Tout le monde a applaudi.
J'ai applaudi aussi, parce que l'instinct de survie est puissant. Après la réunion, elle m'a coincé près des ascenseurs. Toujours en colère, a-t-elle demandé doucement. En colère, ai-je dit. Non, j'espère juste que ton contrat de mariage a un programme de fidélité. Son sourire a vacillé pendant une demi-seconde, puis est revenu plus tranchant. Tu as toujours été drôle, Elliot. Dommage que l'humour ne paie pas les factures. Ouais, ai-je dit. J'imagine que c'est pour ça que je suis resté marié avec toi si longtemps. Les portes de l'ascenseur se sont refermées avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai compté ça comme ma seule victoire de la semaine. Mais le karma a le sens de l'humour, car exactement 7 jours plus tard, les RH m'ont appelé. Elliot, peux-tu venir pour une petite discussion? Maintenant, petite discussion en langage RH se traduit par fait et carton. Je suis entré en essayant d'avoir l'air confiant. La responsable des RH, une femme nommée Linda dotée d'une empathie alimentée par la caféine et des scripts tout faits, m'a fait signe de m'asseoir. Nous avons remarqué des anomalies, a-t-elle commencé. Des pertes d'inventaire totalisant 2 millions de dollars. Toutes tracées jusqu'à vos codes d'autorisation. J'ai ri aux éclats. Vous pensez que j'ai volé 2 millions de dollars en disques de frein et en chariots élévateurs? Madame, j'ai à peine les moyens de me payer un deuxième compte Netflix. Mais elle ne souriait pas. Elle a fait glisser une pile de papier sur la table. Des factures, des signatures numériques, mon nom partout. Ce sont bien vos identifiants, a-t-elle dit doucement, comme si elle parlait à un enfant en bas âge qui tient une fourchette près d'une prise de courant. Les caméras, ai-je demandé. Ont mal fonctionné, a-t-elle dit. Bien sûr qu'elles ont mal fonctionné. Les caméras tombent toujours en panne quand l'intrigue s'épaissit. La minute suivante, je suis escorté vers la sortie comme si j'avais essayé de vendre des secrets d'État. Mon badge a été désactivé si vite qu'il a bipé en signe de protestation. Mes collègues regardaient depuis leur bureau, les yeux écarquillés, faisant semblant de ne pas enregistrer le moment pour divertir le chat de groupe. Victor m'a appelé ce soir-là. Elliot, a-t-il dit de ce ton de PDG faussement amical. Réglons ça discrètement. Je te permets de démissionner. Pas besoin de scandale. Généreux, ai-je dit. Tu m'offres le privilège de faire semblant de ne pas m'être fait entuber. Considère ça comme un cadeau, a-t-il dit. J'ai failli noyer que j'avais déjà reçu son dernier cadeau, qu'elle s'appelait Monica. Mais j'ai mordu ma langue. Va au diable, Victor. Il a soupiré. J'avais bien peur que tu dises ça. Clic. C'est là que ça m'a frappé. J'avais tout perdu. Mon travail, ma réputation, et la dernière once de respect de moi-même que j'avais réussi à conserver après le fiasco avec Monica. Cette nuit-là, je me suis assis dans ma cuisine, fixant ma queue comme si elle m'avait trahi, elle aussi. Le café avait un goût d'ironie. J'ai aussi mis à jour ma bio LinkedIn, actuellement à la recherche d'opportunités, n'importe où. Ma mère a appelé le lendemain. Elle avait toujours un timing parfait pour les catastrophes. Elliot, a-t-elle dit, parfois l'univers te gifle si fort que ça réinitialise ton Wi-Fi. Merci, maman, ai-je dit. Dois-je vérifier la puissance de MySignal? Elle a soupiré. Tu vas retomber sur tes pieds. Tu le fais toujours. Peut-être juste pas dans une pizzeria cette fois-ci. J'ai ri amèrement. Bien sûr, maman. Parce que le destin prend tout à fait les suggestions. Et juste comme ça, mon ascension de 23 ans dans l'échelle de l'entreprise s'est terminée par une lettre de licenciement, une ex-femme avec un diamant de la taille de sa culpabilité, et un patron qui pensait que la justice était facultative. Mais la vie a une drôle de façon de boucler la boucle. 6 mois plus tard, j'allais me retrouver à tenir une boîte à pizza et un secret à $1 milliard dans mes mains tachées de graisse. Je ne le savais juste pas encore. Avez-vous déjà remarqué que la vie ne se contente pas de vous mettre à terre? Elle vous prépare toute une présentation pour vous expliquer pourquoi vous le méritiez. Ouais, c'était ma vie après Arlo Dynamics. Une semaine, j'étais responsable logistique principal, membre clé de l'équipe, avec une place de parking et un tiroir plein de surligneurs. La semaine suivante, j'étais au chômage, célibataire, et je mangeais des céréales dans un saladier parce que la vue de mes assiettes était émotionnellement trop déclencheuse. Quand les RH m'avaient convoqué, je savais déjà que quelque chose clochait. Linda, la responsable RH, avait l'air de quelqu'un qui avait répété une mauvaise nouvelle devant son miroir.
Elliot, avait-elle dit avec ce calme artificiel, peux-tu venir pour une petite discussion? Petite discussion, mon cul. En langage d'entreprise, c'est « amène un carton ». J'y étais allé quand même, faisant toujours semblant qu'il s'agirait de restructuration ou d'opportunité de croissance. Spoiler, il ne s'agissait d'aucun des deux. Elle m'a fait signe de m'asseoir, puis a fait glisser un dossier sur la table avec la délicatesse d'un démineur. Nous avons trouvé des anomalies, a-t-elle commencé. Des pertes d'inventaire totalisant 2 millions. J'avais ri, ce qui était apparemment la mauvaise réaction. Linda, si j'avais volé 2 millions de dollars, tu crois que je conduirais toujours une Civic avec une seule vitre qui marche et une enceinte Bluetooth tenue par du ruban adhésif? Elle n'a même pas scié. Les documents portent votre signature et vos identifiants de connexion. Nous devons suivre la procédure. La procédure? Autrefois, je suivais tellement la procédure que je codais mes crises de panique par couleur. Elle avait l'air mal à l'aise. Victor a dit que c'était mieux pour tout le monde si tu démissionnais discrètement. Oh, bien sûr que Victor a dit ça. Victor Arlo, l'homme qui pensait que l'éthique était un type d'assurance automobile. Je l'imaginais assis dans son bureau vitré, sirotant un espresso hors de prix, avec Monica lui chuchotant du poison à l'oreille. Mon ex-femme a transformé la décoration d'intérieur en espionnage industriel. Démissionner discrètement, ai-je répété. C'est riche, venant de quelqu'un qui n'a même pas les moyens de se payer un casque à réduction de bruit. Elle m'a lancé ce regard de pitié typique des RH. Celui qui dit « Nous sommes désolés que tu aies des sentiments, mais nous devons nourrir les dieux de l'entreprise. » Cet après-midi-là, j'ai vidé mon bureau. Mes collègues évitaient tout contact visuel, comme si j'étais devenu radioactif. Karl a essayé de me faire un check, mais a fini par m'offrir une poignée de main en l'air, ce qui donnait l'impression que nous négocions la paix. Ma plaque nominative s'est détachée comme une plaque funéraire. Je suis sorti avec une boîte en carton pleine de regrets, un mug fantaisie qui disait les légendes de la logistique, et ma dignité à peine. Victor a appelé ce soir-là, parce que, bien sûr qu'il l'a fait. Elliot, a-t-il dit doucement. Je te donne une chance de partir avec grâce. Je n'ai plus de grâce, ai-je dit. Monica a pris ça dans le divorce. Il a ri comme un méchant de James Bond. Tu me remercieras plus tard. Certains ponts sont faits pour être brûlés. Ouais, ai-je dit. Et tu te tiens sur l'un d'eux. Il a raccroché avant que je ne puisse ajouter, et tu portes de l'eau de Cologne à l'essence. Alors, j'en étais là. Chômeur, humilié et fauché. Mes amis m'ont offert de la compassion et de la bière, ce qui a aidé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bière. Ma mère m'a offert des prières et des ragoûts, ce qui n'a pas aidé. Et mon compte en banque m'a offert le silence. J'ai essayé de chercher du travail. Il s'avère qu'être ancien responsable logistique accusé de fraude ne rend pas très bien sur un CV. Les entretiens ont vite tourné au désastre. Un gars a dit, nous avons besoin de quelqu'un de fiable. J'ai dit, je suis tellement fiable que j'ai déjà organisé mon tiroir à chaussettes par saison. Il n'a pas ri. J'ai essayé le travail en freelance. Il s'avère qu'il n'y a pas une forte demande pour des discours de motivation intitulés Comment perdre son travail et quand même payer son loyer. Au deuxième mois, j'étais en retard sur mes factures, je mangeais du thon directement à la boîte, et j'envisageais de vendre ma Keurig pour l'argent de l'essence. J'ai même postulé pour conduire pour une application de covoiturage. L'application m'a poliment informé que ma voiture ne répondait pas aux normes minimales. J'ai regardé Betsy, la Civic, et j'ai dit, t'entends ça? Même Uber pense que tu es un déchet. Elle a fait clignoter son voyant moteur en solidarité. Puis un soir, j'ai atterri par hasard chez Luigi's Pizza. C'était une minuscule boutique coincée entre un magasin de cigarettes électroniques et un salon de manucure, avec une enseigne clignotante qui disait « La meilleure part de la ville ». L'odeur m'a frappé en premier. Aïe, pâte à pain, et légère déception. Luigi lui-même se tenait derrière le comptoir, un gars trapu avec des bras comme des graissins trempés dans la testostérone. Son accent était épais, situé quelque part entre Brooklyn et le chaos pur. T'as l'air d'avoir faim, a-t-il dit en me jaugeant. Affamé, au chômage et légèrement mort à l'intérieur, ai-je répondu. Il a souri. Bien. Tu roules vite? J'ai conduit mon mariage dans le ravin, ai-je dit. Ça compte? Il a ri si fort qu'il a tapé sur le comptoir. T'es embauché.
Juste comme ça, je suis devenu livreur de pizza. 50 ans, une licence, 23 ans dans la logistique, et j'étais maintenant responsable du transport de fromage chaud à travers la banlieue. C'était humiliant, certes, mais aussi étrangement paisible. Il n'y a pas de drame d'entreprise dans la pizza. Pas de coup dans le dos, pas de on revient là-dessus, juste du pepperoni, des adresses et des pourboires. Bien sûr, l'univers n'avait pas fini de se moquer de moi. Ma première livraison. Le complexe de condo où Monica habitait autrefois. Je me suis garé, les mains tremblant légèrement. Le reçu disait « Arlo Pantouse ». J'ai failli faire tomber la boîte. J'ai envisagé de m'éloigner en voiture, de simuler un accident, de rejoindre un monastère, mais le job payait $8 de leur plus les pourboires. Alors, je suis monté. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux se sont écarquillés. Elliot. J'ai souri. Le sourire d'un homme émotionnellement en faillite. Supplément fromage. Sans loyauté. Elle a bégayé, Je ne savais pas que tu livrais du bonheur pour gagner ta vie. Ouais, c'est nouveau. Tu veux que je la laisse près de ta conscience ou du bureau de ton mari? Elle n'a même pas laissé de pourboire. Typique. De retour chez Luigi, je lui ai raconté l'histoire. Il a essuyé des larmes de ses yeux, mort de rire. Toi, mon ami, tu vis dans une sitcom. Ouais, ai-je dit. Sauf qu'il n'y a pas de rires enregistrés, juste des frais de découvert. Les semaines ont passé. Je suis devenu bon dans ce travail. Vraiment bon. J'ai mémorisé les rues, les raccourcis, même les demandes bizarres des habitués. Une femme demandait toujours un sourire avec la livraison. Un gars me donnait des pourboires en bitcoin. Un autre m'a invité à entrer pour discuter des fréquences énergétiques pendant 45 minutes. Livrer des pizzas, c'est comme de l'anthropologie sociale avec un supplément glucide. Pourtant, chaque nuit en rentrant chez moi, je ressentais le poids de l'échec. Mon reflet dans le rétroviseur ressemblait à un homme qui avait raté son arrêt dans la vie. Je faisais défiler les offres d'emploi au feu rouge, mi-espérant, mi-redoutant. Une nuit de pluie, je me suis arrêté dans une station-service pour faire le plein de l'âme mourante de Betsy. C'est là que j'ai vu Karl, mon ancien collègue. Il portait un nouveau costume, riait dans son téléphone, et ressemblait au succès sous forme humaine. Il m'a repéré et s'est figé. Elliot, mec, qu'est-ce que tu fais là? Je refais le plein de mon empire, ai-je dit en tenant un Red Bull. Il a regardé le panneau pizza sur ma voiture et a dit la seule chose qu'on ne dit jamais à quelqu'un qui tient à peine le coup, waouh. Changement de carrière. Ouais, ai-je dit en forçant un sourire. Le trajet est plus court, les pourboires sont meilleurs, et mon nouveau patron ne couche pas avec mon ex-femme. Il a cligné des yeux. Touché. Puis il est parti. Je l'ai regardé s'éloigner dans une Tesla, et ma voiture a toussé pour protester. Cette nuit-là, je suis resté longtemps sur le siège conducteur, la pluie tapant sur le pare-brise, mon souffle embuant la vitre. J'ai pensé à mon père, Jacob Grant. Il est mort quand j'avais 12 ans. Un bâtisseur, un rêveur, le genre d'homme qui pouvait tout réparer sauf peut-être la malchance de notre famille. Je me demandais ce qu'il penserait de moi maintenant. Il me dirait probablement de continuer, que le fond du trou d'un homme n'est qu'un étage différent pour un autre. Alors, j'ai continué à livrer, jour après jour, part après part. Puis est venue la tempête. C'était fin décembre, le genre de nuit qui semblantait. La pluie tombait à l'horizontale, le tonnerre roulait comme des boules de bowling dans le ciel. Luigi avait une dernière livraison, un manoir sur Westwood Drive. Grosse commande. Tu prends celle-là, a-t-il dit. Bon pourboire chez les riches. Peut-être qu'ils ajouteront un bonus de pitié. J'ai ri. Luigi, je ne crois pas que quiconque donne un pourboire supplémentaire à un type d'âge moyen dans une Civic pour son endurance face à la météo. Il a haussé les épaules. Et, peut-être qu'ils aiment la compassion. J'ai chargé la voiture et j'ai conduit à travers des flaques assez profondes pour héberger des poissons. Quand je suis arrivé, ma veste était trempée, mes cheveux plaqués, mon âme humide. J'ai sonné à la porte, et c'est là que c'est arrivé. Le vieil homme a ouvert, m'a vu, et a halté comme s'il avait vu un fantôme. Vous êtes le garçon de Jacob Grant. Moi? Monsieur, si vous faites une attaque, clignez 2 fois des yeux.
C'est comme ça que ça a commencé. Une livraison de pizza aléatoire par une nuit de pluie. Un étranger avec trop d'histoire et trop peu d'avertissement. C'était la nuit qui a tout changé. La nuit où la boîte à pizza a ouvert le coffre-fort de Pandore. Mais à l'époque, debout sur ce pas de porte en marbre, sentant la pluie et les nœuds à l'ail, je ne le savais pas encore. J'étais juste un homme fatigué avec une boîte de pepperoni et un passé dont j'ignorais avoir hérité. Tout perdre change votre menu très vite. Un jour, vous mangez des sushis avec des collègues qui font semblant de vous apprécier, et le lendemain, vous vous demandez si le ketchup compte comme un légume. On dit que toucher le fond forge le caractère. Nan, ça ruine juste votre métabolisme. Quand j'ai perdu mon travail, il me restait encore des restes de dignité. J'allais dans mon épicerie préférée et je commandais le menu habituel, faisant semblant que ma carte de crédit ne transpirait pas dans mon portefeuille. Mais après quelques frais de découvert et un paiement refusé. Bip, particulièrement agressif, j'ai pris ma retraite de la grande gastronomie et j'ai rejoint le club de la nourriture des stations-service. Les frais d'adhésion exclusifs sont la honte et le code vestimentaire et le désespoir. Le petit déjeuner est devenu du café noir et de l'angoisse existentielle. Le déjeuner, n'importe quoi en deux pour le prix d'un près de la caisse. Le dîner, ça dépendait de la date de péremption. J'appelais ça le régime misère gastronomique. Garantie pour amincir votre portefeuille et votre volonté de vivre. Luigi's Pizza m'a sauvé de l'effondrement total. J'avais trébuché dans cet endroit comme un homme en pilote automatique. Le GPS de ma vie était bloqué en permanence sur recalcul de l'itinéraire. Luigi n'a pas demandé de CV ou de référence, juste si je savais conduire et ne pas mourir en le faisant. Tu roules vite, avait-il dit, en plissant les yeux vers moi comme un chef de la mafia évaluant un chauffeur pour un braquage. J'ai conduit mon mariage dans le ravin, lui avais-je dit. Ça compte ? Il avait tapé sur le comptoir, ri comme un homme qui avait vu trop de mauvaises décisions, et avait dit, tu commences ce soir. Et c'est ce que j'ai fait. Livrer des pizzas n'était pas glamour, mais ça occupait mes mains et empêchait mon cerveau de rejouer chaque choix de vie stupide que j'avais fait. Je suis devenu le Picasso de la livraison de pizza. Je connaissais chaque raccourci, chaque portier grincheux, chaque client qui laissait un pourboire en petite monnaie et en culpabilité. Il y avait Rick, le gars qui commandait la même spéciale viande tous les vendredis et donnait exactement $2 de pourboire, parce que c'est comme ça que mon papa faisait. Il y avait Jen, la prof de yoga qui affirmait que les glucides étaient maléfiques mais qui commandait toujours des nœuds à l'ail en supplément, pour son colocataire. Et puis il y avait Kyle, mon préféré, un lycéen qui commandait une pizza moyenne au pepperoni et me demandait des conseils de vie comme si j'étais un Yoda à petit budget. Monsieur Grant, disait-il, est-ce que l'amour existe vraiment ? Gamin, répondais-je, si ça existe, ça ne paie sûrement pas le loyer. Mais j'aimais bien le gamin. Il me rappelait moi-même, avant que la vie ne se transforme en une comédie burlesque tragique. Pourtant, certaines nuits frappaient différemment. Je garais la Civic devant un manoir, je voyais un couple heureux répondre à la porte, les lumières chaudes débordant à l'extérieur comme si la vie était juste, et je le sentais. Ce mal de tête, celui qui murmure, ça aurait dû être toi. Puis je partais en trombe, mettant du rock des années 80 à fond comme si j'essayais de noyer mes propres pensées. Puis est venue la nuit. De la pluie, encore. Le genre de pluie qui vous fait remettre en question vos choix de vie. J'étais trempé, j'avais froid, et j'en étais à ma 5e livraison. Luigi a hurlé par-dessus le bruit du tonnerre, dernière. Grande maison, mec riche. Bon pourboire. De la musique pour mes oreilles fauchées. Je me suis garé devant un manoir sur Westwood Drive. Le genre d'endroit qui donne à votre voiture l'impression qu'elle a besoin de prendre une douche. J'ai marché péniblement jusqu'à la porte d'entrée, en équilibrant la pizza et en priant pour que mes cheveux n'aient pas l'air aussi chômeur que je me sentais. J'ai sonné. Un vieil homme a ouvert la porte. Cheveux gris, pull cher, des yeux plus perçants que mon avis de découvert bancaire. Il m'a jeté un coup d'œil et a halté. « Vous êtes le garçon de Jacob Grant ?» a-t-il dit, comme s'il venait de voir un fantôme. « Monsieur, si vous faites une attaque, clignez 2 fois des yeux », ai-je dit automatiquement. Il n'a pas scié. Il m'a juste regardé, tremblant. « Votre père, Jacob. Il était mon partenaire. »« Mon père ? Partenaire ? » Mon cerveau n'arrivait pas à suivre. « Partenaire de quoi ?
Un groupe de rock de garage secret? Il a ri, bien que cela sonnait plutôt comme une toux enveloppée de nostalgie. Non, non, en affaires. L'immobilier. Nous avons construit la moitié de la ville. J'ai cligné des yeux. Vous êtes sûr que vous avez le bon Grant? Mon père construisait des choses. Ouais, surtout des meubles IKEA et des attentes irréalistes. Il m'a fait signe d'entrer. La maison ressemblait à un musée qui aurait embauché un décorateur accro à l'acajou. L'air sentait l'argent et la poussière. Vous avez ses yeux, a-t-il dit doucement, en sortant un dossier en cuir. Il serait fier de vous. Je ne savais pas si je devais rire ou demander une prime de risque. Fier? L'homme ne savait même pas que j'étais dehors à livrer des pizzas à des manoirs qui portaient autrefois ses plans. Puis, il a tout déballé. Jacob Grant, mon père, n'était pas qu'un ouvrier du bâtiment. Il avait cofondé Grant Drummond Développement en 1982. Il en possédait 60%. Mais après sa mort, tout s'était perdu dans la paperasse, la confusion et l'avidité. Je l'ai cru fou jusqu'à ce qu'il me montre des preuves. Des contrats, des relevés bancaires, la signature de mon père, claire comme le jour. Et puis le clou du spectacle, une évaluation immobilière qui a failli faire disjoncter mon cerveau. 900 millions de dollars. 900 millions. De dollars. Je ne me souviens pas de grand-chose après ça, à part le bruit de ma dignité qui s'évanouissait. Mes genoux ont lâché comme s'ils avaient attendu ce moment exact. Je me suis réveillé sur un tapis perçant avec un verre d'eau à la main et le vieil homme planant au-dessus de moi comme un médecin inquiet. Doucement, mon garçon, a-t-il dit. C'est une grosse nouvelle à encaisser. Vous croyez, ai-je croassé. Vous venez de me dire que mon père était Balthazar Picsou et qu'il a oublié de laisser une carte. Il a gloussé. Votre père était brillant, mais modeste. Il ne s'est jamais soucié de l'argent. Il se souciait des terres, des gens. Je me suis assis lentement. Eh bien, je me soucie des deux, mais surtout de l'argent. Il a souri. Vous parlez comme lui, juste de façon un peu plus cynique. Ouais, eh bien, le cynisme est moins cher qu'une thérapie. Nous avons discuté pendant des heures de mon père, de l'entreprise, de la façon dont la vie avait transformé ce qui était autrefois un travail honnête en avarice d'entreprise. L'homme s'appelait Walter Drummond. Il avait été le partenaire d'affaires de mon père, maintenant à la retraite et hanté par le passé. Après la mort de votre père, a-t-il dit, l'entreprise s'est effondrée, mais les actifs sont toujours là. La terre sur laquelle vous vous tenez, votre famille la possède. 60% pour être exact. Ce chiffre à nouveau, 60%. La part majoritaire silencieuse de mon père dans une société dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Walter s'est adossé. Vous pourriez les réclamer. La totalité. Mais ce ne sera pas facile. Vous aurez besoin d'un avocat. Quelqu'un qui sait comment combattre des gens qui sont riches depuis trop longtemps. Walter, ai-je dit. Je livre des pizzas pour gagner ma vie. Mon avocat en ce moment s'appelle Google. Il a ri si fort que j'ai cru qu'il allait se casser la hanche. Alors, réparons ça. Il a gribouillé un nom sur une carte et me l'a glissé. Patricia Norwood. Elle est impitoyable, intelligente, et elle ne scie pas face aux milliardaires. J'ai empoché la carte. Vous êtes sûr qu'elle prend des clients qui utilisent encore des bons de réduction? Il m'a fait un clin d'œil. Elle le fera pour vous. Quand je suis finalement parti, la pluie s'était transformée en brume. Je me tenais sur le porche, trempé, mais étrangement vivant. Ma Civic était là, ayant l'air offensé, du genre, t'es sûr que t'as ta place ici, mon pote? Je suis monté, j'ai démarré le moteur, et je suis juste resté assis. 900 millions de dollars. L'héritage de mon père. Ma seconde chance cachée derrière une boîte à pizza. J'ai ri aux éclats. Pas le genre de « ah ». Le genre des accès. Bien sûr, ai-je marmonné. Mon grand coup de chance arrive avec de la mozzarella. Sur le chemin du retour, j'ai pensé à toutes ces années passées à courir après la validation de personnes qui me considéraient comme remplaçable. J'ai pensé à Victor et Monica, à la façon dont ils avaient souri tout en me poignardant dans le dos. Et j'ai pensé à mon père, qui apparemment construisait des empires pendant que je construisais des excuses. Peut-être que c'était ça. Le rebondissement.
La lettre d'excuse bizarre de l'univers. Quand je suis arrivé chez Luigi, il essuyait les comptoirs en fredonnant du Sinatra. T'as l'air d'avoir vu un fantôme, a-t-il dit. Presque, ai-je répondu. J'ai vu mon héritage. Il a plissé les yeux. Gros comment? Disons juste que si je te laisse un pourboire, ça paiera ton prêt hypothécaire. Il a souri. Alors peut-être que tu achèteras une meilleure voiture. Et, Betsy et moi avons un passé, ai-je dit. Mais ouais, elle est sur le point d'avoir quelques améliorations. Je ne lui ai pas tout dit. Pas encore. Ça semblait trop fou. Qui croirait que le livreur de pizza fauché venait d'hériter d'un empire de 900 millions de dollars? J'y croyais à peine moi-même. Cette nuit-là, je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le plafond, les mots du vieil homme résonnant dans ma tête. Vous êtes le fils de Jacob. Vous avez son courage. Ouais, papa, ai-je chuchoté dans le noir. J'imagine que c'est à mon tour de construire quelque chose. Je ne savais pas alors à quel point ça allait devenir compliqué. Comment la vengeance arriverait emballée dans des dossiers juridiques et des sceaux d'entreprise. Comment l'empire de Victor reposait pile sur mon terrain. Mais à ce moment-là, allongé dans mon appartement bon marché sentant vaguement le pepperoni et la détermination, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. L'espoir. Et peut-être de la faim, parce que, confidence totale, le régime misère gastronomique ne comprend pas de pause dîner. Il y a les gueules de bois, et puis il y a le genre de gueule de bois que vous attrapez quand vous réalisez que vous valez plus que tous les gagnants du loto de votre code postal réunis. Ce n'est pas le genre de gueule de bois qu'un cachet d'Advil peut soigner. C'est le genre de vertige à vous secouer le cœur, à vous faire vous demander, c'est une blague, et qui vous fait vérifier votre pouls et votre application bancaire toutes les 5 minutes. Ce matin-là, après la révélation du manoir, je me suis réveillé dans mon appartement entouré de boîtes à pizza et du destin. Le dossier que Walter m'avait donné trônait sur la table basse comme la mallette lumineuse de Pulp Fiction. Je n'avais pas dormi. Je n'arrêtais pas de fixer ces chiffres. 900 millions. Mon cerveau n'arrivait pas à l'assimiler. C'était comme essayer d'imaginer l'infini, ou l'humilité de mon ex-femme. J'ai préparé du café instantané parce que l'ironie se marie bien avec la caféine, et j'ai essayé de me calmer. Ok, Elliot, ai-je dit à voix haute, en faisant les 100 pas dans le salon en chaussettes. Soit tu es sur le point de devenir riche, soit tu vas rejoindre une chaîne de Ponzi pour fantômes. Betsy, ma voiture, attendait dehors comme un chien fidèle qu'on n'avait pas nourri depuis des mois. Je lui ai promis des sièges en cuir et de l'essence premium si tout ça s'avérait vrai. Elle n'a pas répondu, probablement trop émue. À midi, je m'étais douché, rasé, et j'avais enfilé ma meilleure tenue de pas une victime d'arnaque, une chemise boutonnée qui n'avait pas vu la lumière du jour depuis mon licenciement et un jean sans tache de graisse de pizza. J'ai conduit de nouveau jusqu'au manoir de Walter, les essuie-glaces grinçant comme un violon stressé. Quand je suis arrivé, il m'a accueilli comme si j'étais un membre de la famille qu'il venait de retrouver sur un site de généalogie. Elliot, entrez. Vous avez l'air d'aller mieux, moins confus. Oh, toujours confus, ai-je dit. Je porte juste une confusion plus propre. Il a ri et m'a conduit dans sa bibliothèque, une pièce qui sentait le chêne et le vieil argent. Sur la table, il y avait du café, des pâtisseries, et assez de paperasse pour tapisser un manoir. Prêt à rencontrer l'avocate, a-t-il demandé. Définissez le prêt. Elle est déjà en chemin. 5 minutes plus tard, la porte s'est ouverte, et Patricia Norwood est entrée. Fin de la quarantaine, tailleur de femme de pouvoir, des yeux comme des couteaux fraîchement aiguisés. Elle n'a pas serré la main. Elle vous évaluait comme un chirurgien décidant par où commencer à inciser. Donc, a-t-elle dit en ouvrant son ordinateur portable. Vous êtes le fils de Jacob Grant. C'est ce que disent l'ADN et les lettres de pension alimentaire impayées, ouais. Elle a eu un sourire en coin. Je vous aime déjà. Patricia est allée droit au but. Elle avait passé la nuit à fouiller dans les archives juridiques comme Indiana Jones avec un diplôme de droit. La participation de 60% de votre père dans Grant Drummond Développement n'a jamais été vendue ni dissoute, a-t-elle expliqué. Elle a simplement été oubliée. Oubliée, ai-je dit. On oublie des anniversaires, pas des empires. Elle a fait glisser un document vers moi. Légalement, l'entreprise existe toujours. Le corridor technologique de Westwood dans cette ville chaque bureau, laboratoire,
café et bar à Salador de Prix est situé sur des propriétés louées sous le nom de Grande Drummond. Walter s'est penché en arrière, fier. 30 ans de paiement de loyer canalisé vers un compte de société de portefeuille. J'ai failli m'étouffer avec mon café. De combien on parle? Patricia a retourné son ordinateur portable. Au dernier trimestre, 912 millions de dollars. J'ai fixé l'écran. Y a-t-il un défibrillateur dans ce manoir, ou dois-je juste m'évanouir à nouveau sur le bon tapis? Walter a gloussé. Je vais demander à la bonne d'aller chercher un oreiller. Patricia a continué, très professionnelle. Voici où ça devient intéressant. L'un de ses locataires est Arlo Dynamics. Je me suis figé. Attendez. Victor Arlo? Arlo Dynamics? Lui-même, a-t-elle dit. Selon le bail, ils sont en violation de la clause de moralité en raison de fautes professionnelles avérées. J'ai ri si fort que j'ai failli renverser le café. Vous êtes en train de me dire que mon ex-patron a construit son empire sur ma terre? C'est poétique. Shakespeare en aurait pleuré. Patricia a souri finement. Vous pouvez légalement les expulser ou renégocier le loyer au montant de votre choix. Je me suis adossé, étourdi par la pure beauté du karma. Je crois que je viens d'entendre l'univers faire des applaudissements lents. Walter m'a tapoté l'épaule. Mon garçon, c'est votre chance de réparer les choses pour votre père et pour vous-même. Patricia a tapoté à nouveau l'écran. Nous devrons déposer des réclamations de propriété, vérifier l'héritage et informer tous les locataires actuels. Mais avant de procéder, je suggère que nous blindions l'affaire. Vous aurez besoin de protection. Protection? Financière? Elle a dit, une fois que cela deviendra public, tout le monde voudra sa part, y compris des gens qui ne méritent même pas les miettes. Vous voulez dire Monica, ai-je dit automatiquement. Elle a levé un sourcil. L'ex-femme, l'ex-parasite, ai-je corrigé. Ouais, elle va rappliquer plus vite qu'un code promo. Patricia a hoché la tête. Alors nous allons nous assurer qu'elle ne le puisse pas. Nous avons passé des heures à rédiger des documents. J'ai signé plus de papiers que lors de l'achat de ma maison, de ma voiture et de mon divorce réunis. Walter n'arrêtait pas d'apporter du thé, souriant comme un grand-père fier. Je ne pouvais m'empêcher de penser à mon père, à la façon dont il avait dû investir sa vie là-dedans, pour que tout disparaisse sous la poussière et le mauvais timing. À un moment donné, Walter a dit doucement, il serait fier de toi, Elliot. Tu as son étincelle. Merci, ai-je dit, en essayant de ne pas pleurer. J'aurais juste aimé qu'il laisse une carte routière au lieu d'une boîte mystère. Il t'a laissé quelque chose de mieux, a dit Walter. Une chance de reconstruire. En début de soirée, Patricia a fermé son ordinateur portable avec un claquement décisif. Félicitations, Monsieur Grant. À compter de 17h42, vous êtes le propriétaire majoritaire légal de Grande Drummond Développement. Je suis resté assis là, abasourdi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Elle a eu un sourire en coin. Tout ce que vous voulez, mais si c'était moi, je commencerais par la vengeance et l'immobilier. Walter a ri. C'était exactement l'ordre auquel je pensais. Conduire pour rentrer chez moi ce soir-là semblait surréaliste. Les lampadaires miroitaient sur les routes glissantes sous la pluie. Et pour une fois, le moteur de Betsy ronronnait au lieu de tousser. Je me suis arrêté à un feu rouge, fixant mon reflet dans le pare-brise. Je n'avais pas encore l'air riche. J'avais encore de la sauce pizza sur la manche. Mais quelque chose dans mes yeux avait changé. Un but. Mon téléphone a vibré. C'était Luigi. Elliot, tu as oublié de pointer à la sortie. Tu me dois 20 minutes de travail. Garde-les, ai-je dit en souriant. Considère ça comme ma première donation. Donation? Tu as braqué une banque? Mieux. J'en ai hérité d'une. Il a ri. Ah, tu fais encore des blagues. Bien sûr, ai-je dit. Disons ça. Quand je suis rentré chez moi, je me suis versé un verre de whisky bon marché et j'ai porté un toast au plafond. À Jacob Grant, l'homme qui a construit des rêves, et qui a oublié de laisser un reçu. Le lendemain matin, Patricia m'a appelé pour me faire le point. J'ai programmé une réunion avec l'équipe juridique de Arlo Dynamics pour lundi. Nous ne leur dirons pas que vous êtes le nouveau propriétaire tant que nous ne serons pas dans la pièce.
Une fête d'expulsion surprise, ai-je dit. J'aime ça. Aussi, a-t-elle ajouté, nous avons trouvé une fiducie dormante que votre père avait créée. Elle est à votre nom. Solde, 22 millions. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Patricia, arrêtez d'ajouter des zéros avant que je ne m'évanouisse. Considérez ça comme votre capital de départ, a-t-elle dit. Nous allons transférer les actifs dans une société holding pour éloigner les vautours. J'ai raccroché, j'ai regardé mon reflet dans le grille-pain, et j'ai dit, vous, monsieur, êtes officiellement une histoire de grand retour. Mais avant que je ne puisse savourer ce moment trop longtemps, mon téléphone a vibré à nouveau. Numéro inconnu. Allô, Elliot. C'est Monica. Bien sûr que c'était elle. Le fantôme des mauvaises décisions passées. Waouh, ai-je dit. Je ne savais pas qu'il donnait des téléphones dans le 7e cercle de l'enfer. Elle a soupiré. Pouvons-nous parler? C'est important. Tu veux dire, en dehors de la fois où tu as épousé mon patron et m'as aidé à me faire accuser de vol? Victor n'est pas ce que je pensais, a-t-elle dit. Les choses se sont effondrées. J'ai ri. Choquant. Il s'avère que l'argent ne peut pas acheter la loyauté. Que quelqu'un prévienne Forbes. S'il te plaît, a-t-elle dit doucement. J'ai fait des erreurs. Ouais, eh bien, moi j'ai fait des pizzas, ai-je dit. Nous faisons tous face différemment. Puis j'ai raccroché. Je ne vais pas mentir. C'était incroyable. Des années d'humiliation effacées en un clic. D'ici dimanche soir, Patricia m'avait envoyé un dossier de préparation peaufiné pour l'affrontement de lundi chez Arlo Dynamics. Walter avait insisté pour venir. Tu auras besoin d'un soutien moral, avait-il dit. Moral, ou relief comique? Les deux, a-t-elle répondu en souriant. J'ai à peine dormi. Je n'arrêtais pas d'imaginer le visage de Victor quand il réaliserait que son empire se dressait sur les terres de mon père. Le karma avait enfin décidé de se pointer. En retard, mais avec style. Lundi matin, j'ai mis mon meilleur costume, celui qui sentait encore vaguement la sauce marinara et les regrets, et je me suis regardé dans le miroir. Tu n'es pas un livreur aujourd'hui, me suis-je dit. Tu es le propriétaire. Au bureau, Patricia m'a accueilli avec du café et de la confiance. Walter portait une veste en tweed et avait l'air d'être venu pour savourer le chaos. Prêt, a demandé Patricia. Né prêt, ai-je dit. Ou du moins réchauffé. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'à l'étage de la direction de Arlo. Mon cœur battait la chamade, mais dans le bon sens. Ce genre de montée d'adrénaline qui précède le moment où la justice est servie bien chaude, avec un supplément fromage. Quand les portes se sont ouvertes, l'assistante de Victor s'est figée au milieu de sa phrase. Monsieur Grant, a-t-elle dit, confuse. Ouais, ai-je dit. Dites à Victor que son propriétaire est là. Et sur ce, nous sommes entrés. 3 personnes, un destin, et 900 millions de raisons de sourire. Je jure qu'au loin, j'ai presque pu entendre mon père rire. La vengeance, ai-je découvert, à l'odeur du cirage au citron et de la panique d'entreprise. Elle n'est pas accompagnée de feux d'artifice ni de départ au ralenti. Elle arrive agrafée, notariée, et imprimée sur un papier à en-tête plus épais que les murs derrière lesquels Victor Arlo aimait se cacher. Lundi matin, 9 h. Le jour de la justice poétique. Je n'avais pas dormi, à moins de compter la sieste de 42 minutes que j'avais faite, tout habillé, avec mon ordinateur portable brillant comme une veilleuse moralisatrice. Mon cerveau avait repassé chaque insulte, chaque sourire en coin, chaque « Elliot, peut-être que tu n'as pas l'étoffe d'un leader », que Victor avait pu lâcher. Eh bien, bonne nouvelle, Vic. Il s'avère que j'ai l'étoffe d'un propriétaire. Patricia m'a retrouvé dans le hall de Arlo Dynamics, ressemblant à quelqu'un qui venait de sortir d'une publicité pour parfum sur le thème des tribunaux. Tailleur noir, rouge à lèvres rouges, tablette à la main, un regard assez aiguisé pour trancher du marbre. Prêt à secouer la cage, a-t-elle demandé. Je l'ai secoué dans ma tête toute la nuit, ai-je dit. Walter est arrivé quelques secondes plus tard, portant une veste en tweed qui sentait légèrement la naphtaline et la vengeance. Il m'a tapoté l'épaule. Souviens-toi, mon garçon, le pouvoir se sert mieux froidement. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. Je serai calme. Ma voix va peut-être trembler,
Mais c'est juste de l'excitation mélangée à une toxicité liée à la caféine. La réceptionniste à l'accueil de Harlow m'a reconnu. Elle s'appelait Stacy, la vingtaine, en permanence joyeuse, le genre de personne qui qualifiait les mémos d'entreprise d'inspirants. Son sourire s'est figé quand elle m'a vu. Monsieur Grant. De retour comme une mauvaise option d'achat d'actions, ai-je dit. Êtes-vous ici pour un entretien? En quelque sorte, ai-je dit. Pensez-y comme à un entretien de départ, mais pour votre patron. Patricia lui a tendu une lettre. Veuillez remettre ceci à Monsieur Harlow immédiatement. L'entête en relief indiquait « Avis de transfert de propriété et de violation de bail ». Au moment où Stacy a lu les mots, ses yeux se sont écarquillés comme si elle venait de voir un fantôme lui remettre son chèque de paie. Elle a balbutié quelque chose sur le fait de vérifier sa disponibilité et a filé. 10 minutes plus tard, nous étions escortés dans la même salle de conférence où j'avais été viré autrefois. La même climatisation glaciale, les mêmes œuvres d'art hors de prix, la même table qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. L'ironie en était presque cinématographique. Victor est entré, flanqué de 2 avocats et de Monica, parce que bien sûr, elle était là. Elle avait l'air immaculée, comme une trahison enveloppée de soie. Le diamant sur son doigt aurait pu servir de phare pour des navires. Elle a cligné des yeux en me voyant. Elliot, a-t-elle dit doucement, comme si elle ne pouvait pas croire que le paysan avait franchi les portes du château. Surprise, ai-je dit. J'espère que tu as gardé le reçu pour cette bague. Victor a ignoré la pique et est allé droit au but, boutonnant sa veste de costume et souriant comme un télévangéliste. Elliot, a-t-il dit. On me dit que tu as des papiers. Patricia s'est levée avant que je ne puisse ouvrir la bouche. En effet. Mon client, Monsieur Grant, est désormais le propriétaire majoritaire de Grant Drummond Développement, qui conserve le titre foncier de la terre sur laquelle ce siège est situé. Vous êtes en violation de plusieurs clauses de votre bail, y compris la clause de moralité déclenchée par la récente enquête pour fraude. Le sang a quitté le visage de Victor. C'est absurde. C'est notarié, a-t-elle dit calmement. L'absurdité ne tient pas devant un tribunal. L'un de ses avocats a commencé à feuilleter les documents comme un magicien cherchant un tour de passe-passe qui n'y était pas, il doit y avoir une erreur. Il n'y en a pas, l'a coupé Patricia. Ce bâtiment, ainsi qu'environ 34 propriétés dans le corridor technologique de Westwood, est situé sur les possessions de Monsieur Grant. Il est, depuis ce matin, votre propriétaire. On aurait pu mettre ce silence en bouteille et le vendre comme une tension de luxe. La mâchoire de Victor s'est crispée. C'est ridicule, a-t-il dit en se tournant vers moi. Tu es un livreur de pizza. J'étais un livreur, l'ai-je corrigé. Maintenant je livre des avis d'expulsion. Ils sont fournis avec une ironie gratuite. Walter a gloussé doucement comme un homme regardant la fin très attendue d'un film. Victor a essayé de retrouver son arrogance. Très bien. Que veux-tu? Oh, rien d'énorme, ai-je dit. Juste des options. Option 1, vous quittez les lieux dans 30 jours. Option 2, vous blanchissez publiquement mon nom, me payez 30 millions de dommages et intérêts, et je triple votre loyer. Monica a halté. Triplé? Ouais, ai-je dit en souriant. Je me suis dit que puisque vous deux vous aimez voir les choses en grand, pourquoi ne pas commencer par là? Victor s'est penché en avant, la voix froide. Tu bluffes. Patricia a fait glisser un autre document sur la table, un dépôt officiel du tribunal. Déjà déposé auprès du greffier du comté. Les avocats ont chuchoté furieusement. L'un d'eux a même tapé mon nom sur Google sur son téléphone, puis s'est figé en voyant les gros titres. L'équipe RP de Patricia avait déjà préparé le terrain, un employé en disgrâce se révèle être propriétaire majoritaire dans un choc immobilier d'1 milliard de dollars. La bouche de Victor s'est ouverte et refermée comme un robot défectueux. C'est du chantage. Non, ai-je dit. Le chantage, c'est illégal. Ça, ce sont les affaires. Monica a pris la parole, la voix tremblante. Elliot, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas parler en privé? Bien sûr, ai-je dit, mais je facture des frais de consultation, maintenant. Même Patricia a esquissé un sourire. Victor a finalement explosé. Tu crois que tu peux me ruiner? Tu n'aurais même pas tout ça sans moi. Je me suis penché en arrière,
savourant chaque seconde. C'est drôle, Victor, parce que techniquement, tu travailles pour moi maintenant, ce qui veut dire que ton chèque de paie dépend de si je décide de garder ton entreprise sur mes terres. Alors peut-être devrais-tu abandonner cette attitude avant que ton bureau ne devienne une place de parking. Walter a presque applaudi. Je crois que même la table en marbre a tressailli sous l'impact du karma. Patricia s'est levée. Nous vous laissons 72 heures pour répondre aux conditions. Passé ce délai, la procédure d'expulsion commencera. Victor n'a pas parlé. Monica m'a juste regardé, les yeux brillants, entre culpabilité, panique, et un regard de « je viens de perdre ma vie de luxe ». Je lui ai fait un signe de tête poli. Le monde est petit, hein. Et le portefeuille plus petit. En quittant la pièce, le bâtiment entier semblait différent. Chaque pas dans le couloir était comme me débarrasser d'années d'humiliation. Des gens jetaient des coups d'œil depuis leur box, chuchotant. Certains m'ont reconnu, d'autres ont juste senti le transfert de pouvoir. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celui qu'on escortait vers la sortie. En bas, dans le hall, Walter souriait de toutes ses dents comme un fier grand-père. Tu as géré ça à merveille. Merci, ai-je dit. C'est incroyable la confiance qu'on a quand le karma se rappelle enfin de votre adresse. Patricia a souri, tapant quelque chose sur son téléphone. Attendez-vous à ce que les médias appellent d'ici demain. J'ai fait fuiter juste assez pour faire transpirer l'équipe RP de Harlow dans leur costume. Rappelez-moi de ne jamais me mettre à dos avec vous, ai-je dit. Oh, vous n'en auriez pas les moyens, a-t-elle répondu sèchement. Nous nous sommes arrêtés dans un café en rentrant au manoir de Walter. J'ai commandé le café le plus cher du menu, juste parce que je le pouvais. Il avait un goût de vengeance et de caramel. Walter a levé sa tasse. À la justice. À mon père, ai-je dit. Et au fait de ne plus s'évanouir sur les tapis persans, a ajouté Patricia. Et à la paperasse, l'arme la plus sous-estimée de l'humanité. Cette nuit-là, de retour chez moi, je me suis servi un verre et j'ai fait défiler les réseaux sociaux. Bien sûr, Harlow Dynamics était en tendance. Les hashtags étaient de la poésie, vengeance du propriétaire, de la pizza au pouvoir, karma d'entreprise. Un tweet disait, imagine tu vires ton employé pour découvrir qui est propriétaire de ton bâtiment. C'est la suite de The Office qu'on méritait. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Puis sont arrivés les emails, des journalistes, d'anciens collègues, de vieux amis d'université qui se souvenaient soudainement de mon existence. L'un d'eux, de Karl, sortait du lot, t'es une légende absolue. Je te paie un verre. Mais le meilleur message provenait d'un numéro inconnu. Tu as gagné cette manche, mais ce n'est pas fini. Pas de signature, mais je n'en avais pas besoin. Victor. L'homme ne supportait pas de perdre. Ni contre moi, ni contre personne. J'ai fixé l'écran et murmuré, « Oh, mon pote, tu n'as pas idée du nombre de manches qu'il me reste. » 2 jours plus tard, Patricia m'a appelé. Il prend des avocats. Il a déposé une demande reconventionnelle disant que les documents sont frauduleux. J'ai gémi. Il tient vraiment à jouer le rôle du méchant, hein? Elle a eu un sourire en coin au bout du fil. Bien. Ça rendra la fin plus satisfaisante. Les dossiers juridiques ont volé, les assignations ont suivi, et d'ici vendredi, le cirque médiatique avait son monsieur loyal. Les amis avocats de Walter se sont portés volontaires pour faire des déclarations, vérifiant chaque dossier. L'action Harlow a chuté plus vite que mon humeur lors d'une réunion de famille. Monica a demandé le divorce une semaine plus tard. Apparemment, les yachts et les menottes dorées perdent de leur éclat quand les factures commencent à arriver. Elle m'a envoyé un SMS une nuit. Elliot, on peut parler, non? J'ai répondu avec une photo d'une boîte à pizza étiquetée et servie froid. Pas de mots, juste l'ambiance. 1 mois plus tard, Harlow Dynamics a conclu un accord. Ils ont blanchi mon nom publiquement, payé 30 millions de dédommagements, et accepté de tripler leur loyer dans le cadre d'un nouveau bail de 20 ans. Les mêmes journalistes qui avaient titré un manager en disgrâce viré pour fraude, imprimaient maintenant le milliardaire improbable rachète l'héritage de son père. Parler d'une transformation. Walter a organisé un dîner pour célébrer ça. Il a porté un toast à ma santé comme à celle d'un héros de guerre. À Elliot Grant, a-t-il dit. L'homme qui a prouvé que la vengeance a meilleur goût avec un accompagnement de justice. Patricia a levé son verre.
Et qui a rappelé au monde de ne jamais sous-estimer le livreur de pizza. J'ai ri, en secouant la tête. On peut mettre ça sur mes cartes de visite? Cette nuit-là, je me suis assis dehors au manoir de Walter, regardant les étoiles. Le nom de mon père était partout maintenant. Restauré, respecté, remémoré. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pour la première fois depuis des décennies, je n'étais plus en colère. J'étais fier. Et quand mon téléphone a vibré de nouveau un autre message inconnu, probablement Victor léchant encore ses plaies, je ne l'ai même pas ouvert. J'ai juste souri et tourné l'écran face contre la table. Certaines histoires n'ont pas besoin de suite, parce que ce n'était plus une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait. Pourtant, le lendemain matin, quand Patricia a appelé et a demandé « Alors, quelle est la suite pour vous, monsieur Grant ?» Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. « C'est simple, ai-je dit. Nous allons construire quelque chose de meilleur. » Certaines réunions sont planifiées avec des invitations Outlook et des muffins gratuits. D'autres sont planifiées par le destin et livrées avec vengeance. Celle-ci, oh, c'était le genre de réunion où l'air lui-même vous facture des pénalités de retard juste pour respirer. C'était un mardi, le jour universel de la souffrance en entreprise. Le genre de matinée qui sentait le café brûlé et l'hostilité non dite. Je me tenais devant le miroir de mon appartement, en train de nouer une cravate qui avait connu des jours meilleurs et des emplois meilleurs. Mon reflet m'a dévisagé du genre, « T'es sûr de vouloir faire ça, mon pote ?» Ouais, ai-je dit au miroir. Aujourd'hui, j'encaisse le plan d'acompte du karma. J'ai enfilé mon seul costume de vengeance, une pièce gris foncé qui portait encore des traces de marinara sur la manchette de mes jours de livreur, et je suis sorti avec l'impression d'être un James Bond à petit budget dont la mission était de récupérer sa dignité. À 8h45, je me garais sur le parking de Harlow Dynamics, le même bâtiment où j'avais été viré, humilié et calomnié. Sauf que maintenant, je n'entrais pas juste dans leur bureau. J'entrais dans ma propriété. L'ironie était si délicieuse qu'elle aurait pu être servie saignante. Patricia m'attendait à l'entrée. Impeccable et mortelle en bleu marine. Elle avait cette aura de « je défie quiconque de m'interrompre » qui faisait que les stagiaires s'écartaient de son chemin comme des pigeons évitant le trafic. « Vous êtes prêt ?» a-t-elle demandé, glissant un dossier dans ma main. « Né prêt ?» ai-je dit, même si mon cœur faisait des claquettes comme s'il avait une addiction à la caféine. Walter est arrivé pile à l'heure. Une canne dans une main, de l'espièglerie dans l'autre. « Si vous commencez à transpirer, mon garçon, » a-t-il chuchoté, « rappelez-vous juste que vous possédez l'air qu'il respire. » Nous sommes entrés dans le hall. Même odeur de gel hydroalcoolique hors de prix et de confiance artificielle. La réceptionniste, Stacy, a levé les yeux de son ordinateur, m'a vu, et a cligné des yeux comme si elle voyait un fantôme que son accord de confidentialité ne pouvait pas la protéger. « Monsieur Grant » a-t-elle couiné. « Toujours moi » ai-je dit. « Ça a l'air différent. » Elle a tripoté son casque. « Monsieur Harlow n'attend pas. » Patricia s'est penchée, la voix froide et professionnelle. « Il n'a pas à attendre son propriétaire. Nous l'avons dépassé avant qu'elle ne puisse appeler la sécurité de l'entreprise. » C'était poétique. La dernière fois que j'avais marché dans ces couloirs, j'avais été escorté comme un voleur. Aujourd'hui, je m'y pavanais comme le rebondissement de l'intrigue. La salle de conférence était exactement comme dans mes souvenirs. Une longue table, un lustre ridicule, et des chaises qui coûtaient probablement plus cher que la valeur de revente de ma voiture. Je pouvais presque entendre le fantôme de mon ancien moi chuchoter, « Ne foire pas ça. » Victor Harlow était déjà là, entouré de son entourage de béni-oui-oui juridique. Il avait l'air le même, costume impeccable, sourire en coin calibré pour donner envie de lui en coller une, et cette aura arrogante de quelqu'un qui pensait que la moralité était facultative si votre eau de Cologne était assez chère. Il a levé les yeux, et pour la première fois, le sourire a vacillé. « Tiens, a-t-il dit, feignant le calme. Si ce n'est pas le livreur de pizza devenu propriétaire. Heureux de te voir aussi, Victor, ai-je dit, en prenant ma place en bout de table. Correction, ma table. Monica était là aussi, assise à côté de lui comme le regret en talons hauts. Elle était bien arrangée, agaçame bien, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Il disait, « Je parie que tu as bloqué mon numéro, et j'ai eu tort. » Victor s'est penché en arrière. « Alors, c'est à quel sujet, Elliot ?»
Un autre coup de pub? La presse adore ton histoire de miséreux devenu riche pour faire pleurer dans les chaumières. Patricia a posé une pile de documents devant lui comme si elle déposait les commandements. Il s'agit de finaliser les nouvelles conditions du bail et de régler les dettes en souffrance. Comme vous le savez, Arlo Dynamics occupe une propriété appartenant à Monsieur Grant. Il a lâché un rire paresseux. Appartient. Un mot mignon. Je suppose que tu vas augmenter le loyer. Le triplé, a dit Patricia. Rétroactif. Le sourire narquois est mort sur place. Monica a chuchoté quelque chose à son oreille, probablement, ne crie pas devant le personnel. Mais Victor l'a ignoré. Il m'a pointé du doigt. Tu crois que ça te rend puissant, Elliot? Tu joues dans une ligue que tu ne comprends pas. Je me suis penché en avant, en souriant. Tu as raison. J'avais l'habitude de jouer dans les ligues mineures pour des gars comme toi. Maintenant, je possède le stade. Walter a toussé pour cacher un rire, mais pas très bien. Victor a frappé la table de la main. On n'expulse pas une entreprise d'1 milliard de dollars du jour au lendemain. Le sourcil de Patricia s'est arqué. Légalement, nous le pouvons. Moralement, nous sommes surqualifiés. Le silence qui a suivi aurait pu soigner le hockey. Finalement, j'ai poussé les papiers vers lui. Option 1, tu paies ce qui est dû, tu blanchis mon nom publiquement, et tu signes un nouveau bail de 20 ans à des conditions justes, très justes. Option 2, je t'expulse. Je transforme ce bâtiment en un musée appelé Comment tout perdre. Je laisserai même ton bureau intact pour la nostalgie. Les avocats de Victor se sont affolés, feuilletant les pages comme s'ils pouvaient y trouver une faille faite d'espoir. Monica a finalement parlé, la voix douce mais tranchante. Elliot, s'il te plaît, sois raisonnable. Raisonnable, ai-je dit. Tu m'as aidé à ruiner ma carrière et tu m'as regardé me noyer pendant que vous sirotiez du champagne sur son yacht. Je dirais que j'ai été plus que raisonnable. Ça, c'est moi qui suis efficace. Elle a tressailli. Bien, a forcé Victor avec un rire. Tu ne me fais pas peur. Tant mieux, ai-je dit. Alors les caméras ne te dérangeront pas. Ses yeux ont foncé vers les murs de verre où, bien sûr, quelques journalistes s'étaient rassemblés grâce à l'appel anonyme de Patricia. Walter a souri de toutes ses dents. Souris, Vic, tu es de nouveau en tendance. Victor a juré dans sa barbe, en se tournant vers son équipe. Bien, nous allons payer, mais je me battrai sur chaque clause. Patricia a souri gentiment. C'est adorable, mais j'ai déjà déposé le nouveau bail auprès du comté. Vous êtes techniquement un locataire depuis 2 heures. Il a cligné des yeux. Vous ne pouvez pas. Oh, je l'ai fait, a-t-elle dit. Et vous découvrirez que votre nouveau loyer mensuel a commodément triplé depuis le 1er du mois. Je me suis adossé, savourant le moment. Ne t'inquiète pas, Vic. Ce sont juste les affaires, comme tu le disais toujours. L'expression sur son visage valait chaque facture impayée que j'avais eue, chaque nuit blanche, chaque insulte. Il avait l'air minuscule, comme si l'univers avait enfin renvoyé ses appels manqués. Quand nous avons quitté le bâtiment, Walter m'a tapé dans le dos. Ton père serait fier, tu sais. Je l'espère, ai-je dit. Bien qu'il dirait probablement que j'ai mis trop de temps. Patricia a souri. Ça s'est mieux passé que prévu. Je ne me suis pas évanoui, ai-je dit. Donc ouais, meilleur score. Nous nous sommes arrêtés dans un dîner après ça. L'idée de Walter. Rien ne rend un homme plus humble que des pancakes, a-t-il dit. La serveuse nous a apporté du café et a demandé, alors, qu'est-ce qui vous amène tous ici? Patricia a répondu sans perdre une seconde. Nous venons d'expulser un milliardaire. La serveuse a ri, croyant à une blague. Bonne celle-là. Walter a levé sa tasse à Elliot Grant. Le seul homme que je connaisse qui livre le karma mieux que la pizza. Nous avons tous ri. Pour la première fois depuis une éternité, je me sentais léger. Le genre de légèreté qu'on ne ressent que lorsque la vie vous laisse enfin gagner une manche. Mais je n'étais pas naïf. Victor n'était pas le genre d'homme à panser ses plaies en silence. Il se battrait, comploterait, et essaierait de remonter la pente d'une manière ou d'une autre. Le truc, c'est que je n'étais plus ce même employé désespéré. J'avais des avocats, du pouvoir, et quelque chose que Victor n'avait jamais compris, l'humilité. Ce soir-là,
je suis rentré et je me suis servi un verre. Du whisky. Sec. J'ai allumé la télé et c'était là. Le PDG de Arlo Dynamics face à un scandale immobilier. Un employé licencié devient propriétaire majoritaire des terres. L'animatrice souriait comme si elle n'y croyait pas non plus. Dans un rebondissement choquant, l'ancien responsable logistique Elliot Grant est devenu le propriétaire foncier légal du siège de Arlo Dynamics. J'ai pris une gorgée et j'ai porté un toast à l'écran. À la justice poétique, espèce de magnifique bête. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu, tu gagnes pour cette fois. J'ai souri. Ouais, ai-je murmuré. Et la prochaine fois, je facturerai des frais de retard. L'espace d'un instant, j'ai pensé à Monica. La partie de moi qui se souvenait encore des bonnes années a presque eu pitié d'elle. Presque. Puis je me suis souvenu d'elle au gala, riant, levant son verre et disant « Le monde est petit ». Maintenant, je voulais lui répondre « Le salaire est plus petit ». Au lieu de ça, j'ai fini mon verre et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville à travers ma fenêtre. Les lumières scintillaient sur des bâtiments que mon père avait aidé à créer. Des structures qui portaient maintenant mon nom. Quelque part là-dehors, Victor était probablement en train d'éclater un verre en cristal contre un mur de marbre, réalisant qu'il ne pouvait pas se sortir d'un titre de propriété par l'intimidation. J'ai souri, en m'adossant. Dors bien, Victor. Le loyer est à payer lundi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un téléphone plein de félicitations. Des journalistes voulaient des interviews. D'anciens collègues voulaient mon pardon, et mon ex-patron voulait un avocat avec des super pouvoirs. J'ai envoyé un simple SMS à Patricia. Prochaine étape? Sa réponse est arrivée instantanément, nous allons construire quelque chose de meilleur. Avec le nom de votre père, cette fois. Ça m'a touché profondément. J'ai regardé le dossier sur mon bureau. Grant Drummond Développement. L'héritage de mon père. Ma seconde chance. Ouais, la vengeance avait été douce, mais l'héritage, ça, c'était éternel. Et pour la première fois dans une longue vie ridicule, trempé par la pluie et sentant la pizza, j'avais enfin l'impression de devenir quelqu'un. Avez-vous déjà regardé une tour s'effondrer au ralenti? C'est à ça que ça ressemblait. Pas le bâtiment, mais Victor Arlo, l'homme qui m'avait jadis licencié avec un petit sourire narquois, implosait maintenant publiquement, un gros titre à la fois. Et honnêtement, j'aurais acheté du popcorn si ça ne m'avait pas fait paraître mesquin. Oubliez ça. J'ai acheté du popcorn. Un grand. Au beurre. 3 jours après notre petite réunion du siècle, le cycle de l'actualité était devenu une véritable telenovela. Le propriétaire révélait être un ancien employé. Le PDG face à une enquête éthique. Arlo Dynamics bâti sur des bases chancelantes. Les journalistes n'en avaient jamais assez. Il y avait des graphiques, des tableaux, même un montage dramatique avec de la musique au piano. Quelque part, un journaliste était en train de gagner un prix Pulitzer en me décrivant comme le livreur de pizza qui a livré le karma. Pendant ce temps, l'empire de Victor fondait plus vite qu'un glaçon dans un sauna à Las Vegas. Les cours des actions ont plongé, les sponsors se sont évaporés, et les investisseurs ont commencé à faire cette panique polybe où ils restructurent leur portefeuille, ce qui en langage de milliardaire signifie « on se tire ». Mais voilà le truc avec les hommes puissants. Ils ne partent pas silencieusement. Ils partent comme des feux d'artifice défectueux. Bruyamment, de façon désordonnée, avec la garantie de s'exploser au visage. Patricia m'a appelé ce vendredi matin, sa voix calme et bourdonnante de cette excitation qu'ont les avocats quand la partie adverse s'autodétruit. Il te poursuit pour diffamation, a-t-elle dit, en sirotant son café comme s'il s'agissait d'un rebondissement qu'elle avait déjà anticipé. Bien sûr que oui, ai-je dit. Victor ne dormirait pas bien s'il n'était pas la victime de sa propre chute. Ça ne tiendra pas, a-t-elle dit. Nous avons des baux signés, des dépôts notariés, et une clause de moralité plus longue que son ego. Bien, ai-je dit, parce que ma prochaine action implique des feux d'artifice. Walter, qui était devenu mon fan numéro 1 non officiel, a appelé 1 heure plus tard. J'ai vu les infos, mon garçon. Il panique. Il convoque des réunions d'urgence du conseil d'administration. Je parie qu'il est en train de faire des PowerPoint sur la résilience en ce moment même, ai-je dit. Walter a gloussé. Laisse l'homme gesticuler. On ne se bat pas contre un serpent qui se noie.
On laisse l'eau faire son travail. Des mots pour vivre. Dès midi, l'équipe RP de Victor avait changé de stratégie, passant du déni au contrôle des dégâts. Il a participé à un podcast d'affaires. Vous voyez le genre, éclairage dramatique, fausse empathie, et des animateurs qui disent des choses comme « analysons cela en détail ». Victor était assis là dans son costume de créateur, ayant l'air d'une poupée Ken défectueuse, et a dit « Je suis la cible d'une campagne de diffamation orchestrée par des individus qui exploitent des failles juridiques. » Traduction, j'ai merdé, mais je préfère avoir l'air d'une victime. Patricia m'a envoyé un extrait par SMS. Ne réponds pas publiquement, m'a-t-elle averti. Pas encore. Elle me connaissait trop bien. Ce soir-là, j'ai retrouvé Walter et Patricia dans son manoir, que je commençais à appeler le centre de contrôle. Walter nous a versé des verres. Demain, on le met à terre dans les règles de l'art, a dit Patricia en faisant glisser un épais classeur sur la table. Ses finances, ses sociétés écrans, ses comptes offshore. Tout est là. J'ai cligné des yeux. Comment diable avez-vous obtenu ça? Elle a eu un sourire en coin. Disons juste que son comptable n'est pas très doué avec les mots de passe. Rappelez-moi de ne jamais partager un compte Netflix avec vous. Nous avons passé des heures à tout éplucher. Il s'est avéré que Victor jouait au Monopoly avec du vrai argent, déplaçant des actifs, cachant des dettes, la totale. Mais le karma ne fait pas de paradis fiscaux. 2 jours plus tard, nous avons déposé une plainte pour rupture de bail, loyers impayés et fraude contractuelle. Dans les 24 heures, chaque chaîne financière avait l'histoire. Les journalistes se sont abattus sur le QG de Harlow comme des vautours portant des badges de presse. Le mercredi, son conseil d'administration en avait eu assez. Des sources anonymes avaient fait fuiter des enregistrements de lui hurlant sur le personnel, brisant un vase prétendument évalué à $12 000, et traitant les investisseurs de lâches. Le conseil a voté son renvoi du poste de PDG lors d'une session à huis clos. Différence de leadership irréconciliable, ont-ils appelé ça. C'est le langage d'entreprise pour « on en a assez vu ». Quand la nouvelle est tombée, j'étais dans ma cuisine en train de réchauffer des restes de lasagne et de regarder le direct sur mon téléphone. Le bandeau défilait, Victor Harlow démis de ses fonctions de PDG. J'ai levé ma fourchette. Et voilà, mesdames et messieurs, comment on réchauffe la justice. Mon téléphone a vibré quelques secondes plus tard. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, but la curiosité l'a emporté. Elliot, a dit une voix rauque. C'était Victor. Victor, ai-je dit, savourant le moment. Tu ne devrais pas être en train de rédiger ton email de départ? Tu crois avoir gagné, a-t-il râlé. Tu n'as aucune idée de la façon dont ce monde fonctionne. Oh, je sais exactement comment il fonctionne, ai-je dit. Tu construis un trône de mensonges et tu le loues au gars que tu as viré. Il n'a pas répondu pendant un long moment. Puis, profite de tes 15 minutes. Clic. J'ai fixé le téléphone, puis j'ai éclaté de rire. Mon pote, j'ai attendu 50 ans pour ces 15 minutes. Le lendemain matin, le monde s'est réveillé avec un nouveau scandale. Harlow Dynamics faisait l'objet d'une enquête de la SEC, Commission des opérations de bourse. Patricia a appelé, essaie de ne pas avoir l'air trop joyeux. Il découvre des années de fausses déclarations. C'est un glissement de terrain, Patricia, ai-je dit. Je vous achèterais bien un yacht tout de suite si ça ne me faisait pas ressembler exactement à lui. Walter, toujours philosophe, a juste dit, chaque géant finit par trébucher sur sa propre ombre. Victor est passé en mode bunker total. Ses avocats ont démissionné. Le personnel est parti. Monica a demandé le divorce une semaine plus tard. Apparemment, le véritable amour ne survit pas à une saisie immobilière. Sa déclaration publique était le sommet de l'ironie, je choisis la paix et l'épanouissement personnel. Traduction, je choisis de ne pas être assigné à comparaître. Elle m'a envoyé un SMS pendant le chaos. On peut parler? Je ne savais pas que ça irait si loin. J'ai répondu avec la photo d'une boîte à pizza et un mot gribouillé à l'intérieur, certaines livraisons prennent du temps. Elle n'a pas répondu. J'espère qu'elle l'a encadré. Alors que la tempête grandissait autour de Harlow Dynamics, quelque chose d'étrange s'est produit. Des gens ont commencé à me contacter, à me remercier. D'anciens employés, de petits entrepreneurs, même un concierge qui avait été sous-payé pendant des années. Vous avez fait ce que nous voulions tous faire,
disait un message. Vous leur avez rappelé que nous ne sommes pas jetables. Celui-là m'a frappé fort. Parce que pour la première fois depuis des décennies, je réalisais que ce n'était pas seulement une vengeance. C'était une rédemption. Pas seulement la mienne, mais aussi celle de mon père. J'ai décidé de suivre le conseil de Walter et de transformer la victoire en héritage. Nous avons convoqué une conférence de presse à l'hôtel de ville. Pas le genre dramatique avec des flashs d'appareils photo et des excuses en pleurs, mais une conférence avec un but. Patricia se tenait à côté de moi. Walter était assis fièrement au premier rang, et j'ai annoncé la création de la fondation Jacob Grant. Il y a 30 ans, ai-je commencé, mon père a littéralement construit les fondations de cette ville. Il croyait que la terre ne devait pas seulement être possédée, mais qu'elle devait élever les gens. Aujourd'hui, nous honorons cette croyance. La moitié de nos avoirs financera des logements abordables et le réaménagement des quartiers. La foule a applaudi. Les journalistes ont crié des questions. L'un d'eux a demandé, « Est-ce votre façon de prendre vos distances avec le scandale de Harlow ?» J'ai souri. Non, c'est ma façon de réparer ce que des gens comme lui ont cassé. Cette citation a fait la une le lendemain matin. La photo de mon père a été publiée à côté de la mienne sous le titre « Le fils d'un constructeur oublié réécrit l'héritage de son père ». Walter a pleuré en la voyant. Pas des pleurs de feuilleton dramatique, juste des larmes silencieuses de fierté. « Tu l'as fait, gamin », a-t-il dit. « Tu as transformé les cendres en architecture. » Cette nuit-là, nous étions assis sur son porche, buvant respectivement du thé et du whisky, regardant le soleil descendre derrière la ligne d'horizon que mon père avait jadis aidé à concevoir. C'est drôle, ai-je dit. C'est la même pluie qui ruinait mes livraisons qui a construit cette ville. Walter a ri. C'est de la poésie, mon garçon. Ne vous y habituez pas, ai-je dit. Je suis toujours mesquin. Patricia nous a rejoints plus tard, son téléphone à la main. Dernière mise à jour, a-t-elle dit. La SEC a gelé les comptes de Victor. Il est fini. Je me suis adossé. Ainsi tombe le titan. Elle a eu un sourire en coin. Et le livreur de pizza hérite de la terre. Nous avons tous ri. Et pour la première fois depuis des années, je ne riais pas pour cacher ma douleur. Je riais parce que c'était enfin terminé. Le visage de Victor est apparu aux infos une semaine plus tard. Des paparazzi l'avaient surpris en train de quitter un country club avec des lunettes de soleil, une barbe et sans entourage. La légende disait, l'ancien PDG dans un vide juridique. J'ai presque eu de la peine pour lui. Presque. J'ai pensé l'appeler juste pour dire quelque chose de profond comme, comment elle a vu depuis le fond du trou? Mais ensuite, je me suis souvenu de la fois où il m'avait dit, tu ne seras jamais personne. Alors à la place, j'ai chuchoté à la télé, je le suis maintenant. Walter s'est éteint paisiblement peu de temps après. Il m'a laissé un mot écrit avec cette parfaite écriture cursive de vieil homme. Nous avons construit des choses qui durent, Elliot. Continue de construire. Et c'est ce que j'ai fait. La fondation s'est développée. Ma fille a terminé son école d'infirmière sans aucune dette. Mon fils a quitté son emploi d'avocat d'affaires pour venir travailler avec Patricia, afin d'aider des gens qui s'étaient fait avoir comme moi autrefois. Nous avons transformé des bâtiments vides en maisons, des procès en bouées de sauvetage, et le karma en plan d'affaires. Parfois, je passe encore devant l'ancien bureau de Harlow. Mon nom est sur le bail maintenant, Grant Holdings. Et même si Victor est parti depuis longtemps, je peux encore sentir son fantôme faire les 100 pas dans les couloirs, furieux que l'homme qui l'a sous-estimé possède son royaume. Je baisse la vitre, je respire profondément, et je laisse cette satisfaction m'envahir. Parce que la vengeance n'est pas toujours bruyante. Parfois, c'est juste un homme tranquille dans une voiture, souriant à l'horizon, murmurant « le loyer est dû ». Et quelque part au loin, le tonnerre gronde comme des applaudissements. Ce qui est drôle avec la vengeance, c'est qu'une fois que la fumée se dissipe et que vos ennemis ont été publiquement rôtis de tous les côtés, vous vous retrouvez à vous fixer vous-même en vous demandant « et maintenant ?» Il s'avère qu'il n'y a pas de tutoriel YouTube pour la crise existentielle post-victoire. Après la chute de Harlow Dynamics, ma vie est devenue étrangement calme. Plus de journalistes campés dehors. Plus de textos de colère de Victor, je présume qu'il a échangé son téléphone contre de l'argent pour sa caution. Plus d'ex-femmes qui réapparaît pour se reconnecter spirituellement. Ce n'était que du silence. Le bon genre.
Celui qui a le goût de la paix avec une pointe d'incrédulité. Je me réveillais tous les matins, je versais mon café dans un vrai mug au lieu d'un gobelet en polystyrène, je m'asseyais sur mon balcon et je pensais, alors, c'est ça que ça fait de gagner. Spoiler, c'est incroyable, et c'est aussi terrifiant. Parce qu'après des années passées à vous battre pour prouver quelque chose, vous oubliez presque comment juste vivre. Le manoir de Walter était devenu le quartier général temporaire de la fondation Jacob Grant, nommé d'après mon père, l'homme qui m'avait laissé sans le savoir à la fois une fortune et un modèle de décence. Patricia avait transformé la bibliothèque en une salle de crise dédiée à la philanthropie. Des tableaux blancs, des tasses de café, des bloc-notes juridiques, et plus d'ambition que le Congrès ne pourrait en supporter. Vous allez devoir commencer à embaucher du personnel, a-t-elle dit un matin, feuilletant des papiers comme si elle réorganisait le destin. Vous ne pouvez pas diriger une fondation de plusieurs millions de dollars avec juste moi, un stagiaire et votre soutien moral. Je suis un excellent soutien moral, ai-je dit. J'apporte des snacks. Elle m'a foudroyé du regard par-dessus ses lunettes. Elliot, question sérieuse. Que voulez-vous que cette fondation devienne? Cela m'a arrêté. Pendant des mois, tout avait consisté à prendre ma revanche. Maintenant, il s'agissait de faire les choses bien. Je veux être ce que mon père aurait construit, ai-je dit. Pas seulement des bâtiments, mais des avenirs. Le genre qui ne s'effondre pas quand la vie vous frappe par surprise. Patricia a carrément souri. C'est la meilleure déclaration de mission que j'ai entendue de toute l'année. Le premier grand projet auquel nous nous sommes attaqués a été de convertir une partie du corridor technologique de Westwood en logements abordables. La moitié des promoteurs de la ville pensaient que j'avais perdu la tête. Vous pourriez construire des condos de luxe, m'a dit un investisseur. Vous doubleriez votre rendement. Ouais, ai-je dit, mais j'y perdrais mon âme. Et mon père a déjà payé pour cette terre une fois. Je la dépense juste de la bonne manière. Nous nous sommes associés à des architectes, des organisations à but non lucratif, et même à Luigi. Oui, ce Luigi. Quand il a appris que je construisais des appartements, il a débarqué dans le bureau avec une boîte de pizza et a dit « Vous avez besoin d'un programme alimentaire. Je suis votre homme. » Appelez ça les parts de l'espoir, Slice of Hope. J'ai ri. Luigi, on dirait un film de Noël à l'eau de rose. Il a souri. Exactement. Ces films font pleurer les gens. Les gens qui pleurent donnent de l'argent. Je ne pouvais pas argumenter avec cette logique. En moins de 6 mois, l'initiative Grand Homes a vu le jour. Des centaines de logements conçus pour être écologiques, abordables et réellement vivables. Pas ces appartements en forme de boîte à chaussures où vous pouvez vous brosser les dents tout en cuisinant des nouilles. De vraies maisons avec de la dignité intégrée dans les plans. Les médias sont encore devenus fous. De l'employé viré au bâtisseur de la ville, le roi de la pizza devenu philanthrope. Mon titre préféré, cependant, venait d'un blogueur local qui avait écrit « Cet homme a gagné à la vie. Il laisse toujours de généreux pourboires. » J'ai imprimé celui-là et je l'ai encadré dans mon bureau. Walter a vécu assez longtemps pour voir le premier chantier de la fondation commencer. Il s'est tenu là avec un casque de chantier qui avait l'air un peu trop grand pour lui et a dit « Ton père aurait adoré ça. » Il croyait que le succès ne se mesurait pas en hauteur, mais au nombre de personnes qu'on élève avec soi. Alors nous le faisons de la bonne manière, ai-je dit. Il a hoché la tête en souriant. Promets-moi une chose, Elliot. Ne laisse pas le succès te faire oublier les moments difficiles. Les gens qui oublient leurs épreuves finissent par embaucher des attachés de presse pour s'en souvenir à leur place. J'ai ri, mais cette phrase m'est restée. Quand Walter est décédé paisiblement quelques mois plus tard, il m'a laissé une note manuscrite. Pas de jargon juridique, pas d'instruction, juste, tu as transformé les cendres en architecture. Je l'ai lu 100 fois. Je le lis encore. Après ses funérailles, je suis retourné seul sur le chantier. Le vent était froid, l'air chargé de l'odeur de la terre humide et des nouveaux départs. Je suis resté là, dans mon manteau, à regarder les équipes de construction s'activer comme des fourmis bâtissant quelque chose de significatif. Celle-ci est pour toi, papa, ai-je chuchoté. Et c'était peut-être mon imagination, ou peut-être que le destin voulait juste se la raconter, mais je jure que j'ai entendu le plus faible écho de sa voix dans le vent, tu en as mis du temps, gamin. Ce soir-là, je me suis assis avec Patricia et mes 2 enfants, Clara, maintenant infirmière diplômée, et Ben,
qui venait de quitter son cabinet d'avocat d'affaires pour nous rejoindre à la fondation. Tu es sûr de vouloir faire ça, lui ai-je demandé. Je ne peux pas te payer ce que tu gagnais dans ce cabinet. Il a haussé les épaules. Ouais, mais je dormirai la nuit, moi. Clara a eu un petit sourire en coin. Et je pourrais vous donner des ordres à tous les deux. Tout le monde y gagne. Je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés et j'ai réalisé quelque chose de dingue. Pour la première fois depuis des décennies, ma famille n'était pas quelque chose que j'essayais de réparer. C'était quelque chose que j'étais en train de construire. Pendant le dîner, Patricia a levé son verre à la famille Grant. La preuve que le karma possède un permis de construire. Nous avons tous ri. Pourtant, les fantômes du passé ont l'habitude de se pointer sans invitation. Un matin, alors que je sortais d'une réunion, une voix familière m'a arrêté. Elliot. Je me suis retourné. Monica. Elle avait l'air humaine. Plus la déesse polie et intouchable que j'avais autrefois épousée, mais plus douce, fatiguée, réelle. Elle tenait un dossier, mais ses yeux étaient de véritables excuses. J'ai entendu parler de la fondation, a-t-elle dit. Tu fais de bonnes choses. Ouais, ai-je dit prudemment. J'en ai mis du temps. Je voulais juste dire. Je suis désolé pour tout ça. J'ai étudié son visage. L'ancienne colère n'a pas refait surface. Le feu s'était éteint, et ce qui restait était la paix, ou peut-être de l'indifférence. Merci, ai-je finalement dit. Mais tu ne me dois plus ça. Nous sommes deux personnes différentes, maintenant. Elle a hoché la tête avec un petit sourire triste. Je sais. Juste. Je suis heureuse que tu sois devenu celui que tu étais censé être. J'ai failli répondre que je l'avais toujours été, qu'elle n'était juste pas restée assez longtemps pour le voir. Mais j'ai laissé couler. La maturité, n'est-ce pas? Nous nous sommes serrés la main. Une trêve silencieuse entre deux personnes qui avaient survécu aux pires versions d'elles-mêmes. Plus tard, j'en ai parlé à Patricia. Elle a haussé les épaules. La page tournée, ça vous va bien. Je crois que ça s'appelle des rides, ai-je dit. Elle a ri. C'est la même chose. Les mois ont passé. La fondation s'est étendue à de nouvelles villes. Nous avons construit des refuges, des centres communautaires, et avons même lancé une bourse d'études pour les jeunes qui voulaient étudier la construction et l'urbanisme. Construisez les bâtisseurs, je l'avais appelé. Patricia avait dit que ça sonnait ringard. Puis nous l'avons imprimé sur un panneau publicitaire. De temps en temps, quelqu'un m'arrêtait dans la rue et disait « Eh, vous êtes ce type, celui qui a fait tomber Arlo. » Je souriais et je leur serrais la main. Mais au fond de moi, je pensais « Non, je suis le type qui a construit ce qui est venu après. » Parce que voici la vérité qu'ils ne vous disent pas dans les films de vengeance. La vraie victoire n'est pas quand l'autre tombe. C'est quand vous vous élevez si haut que vous arrêtez de regarder vers le bas. Et c'est peut-être pour ça que je livre encore des pizzas pour Luigi de temps en temps, le vendredi. Ouais, vous avez bien lu. Moi, le milliardaire, je saute dans Betsy enfin, sa remplaçante électrique, Betsy 2.0 et je vais livrer des pizzas dans les vieux quartiers. Luigi dit que ça me garde connecté à la pâte, littéralement et spirituellement. Il n'a pas tort. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans. L'odeur de l'ail, les bavardages nocturnes, le rappel qu'avant tous ces zéros sur mon compte en banque, j'étais juste un gars qui essayait de gagner l'argent pour son essence. Un soir, je faisais une livraison dans un petit duplex sur Elm Street. Un adolescent a ouvert la porte. 16, peut-être 17 ans. Il avait l'air fatigué, mais plein d'espoir. Je connaissais ce regard. « Et, monsieur Grant ?» a-t-il dit, les yeux écarquillés. « Ma mère dit que vous êtes le gars qui possède genre la moitié de la ville maintenant. » Seulement les quartiers avec de bonnes pizzas, ai-je dit en lui tendant la boîte. Il a souri. « Je veux être comme vous un jour. » J'ai souri. « Non, gamin. Sois meilleur. Et donne un pourboire à tes livreurs, c'est comme ça que le karma commence. » Il a ri, m'a tendu un billet de 5 et a couru à l'intérieur. En m'éloignant, j'ai de nouveau ressenti cette chaleur. Celle qui vous dit, peut-être que la vie s'équilibre vraiment si on survit assez longtemps pour le voir. De retour chez moi, je me suis servi un Coca Light, je me suis assis sur mon porche et j'ai regardé l'horizon. Mon horizon.
La ville dont mon père avait rêvé. Celle que Walter s'était battu pour préserver. Celle que Patricia m'avait aidé à reconstruire. Et quelque part entre l'éclat des lampadaires et le bourdonnement du trafic lointain, j'ai réalisé que je ne cherchais plus à me venger. Je construisais un héritage. Et pour un homme qui mesurait autrefois son succès en pourboire et en heures supplémentaires, c'était tout. J'ai levé ma canette vers les étoiles. À toi, papa. Tu as construit les fondations. J'ai juste veillé à ce qu'elles restent debout. Le wind a fait bruisser les arbres comme des applaudissements. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais plus comme un homme qui reconstruisait à partir de rien. Je me sentais comme un homme qui construisait quelque chose de meilleur, quelque chose qui durerait bien après que le bruit se soit dissipé. Parce que la meilleure vengeance n'est pas de faire payer, c'est la permanence. 1 an plus tard, je me tenais dans l'ancien bureau de mon père, désormais le mien, regardant la lumière du soleil se déverser par les mêmes fenêtres qu'il regardait autrefois. La pièce sentait légèrement le café, le papier et la rédemption. Une photo trônait sur le bureau. Papa et Walter, en 1982. 2 jeunes hommes avec des manches retroussées et un optimisme ridicule. J'ai passé mes doigts sur le cadre et j'ai murmuré, on l'a fait. C'est marrant comme le succès vous prend par surprise. Ça ne ressemble pas à des feux d'artifice ni à des fanfares. Ça ressemble à des matins tranquilles, à de nouveaux objectifs, et à un téléphone qui sonne enfin pour les bonnes raisons. Mon emploi du temps était rempli de réunions qui n'avaient rien à voir avec la survie, des membres de conseils d'administration, des urbanistes, des dirigeants de fondations. Les gens voulaient mon avis. Moi, le type qui s'était fait engueuler pour ne pas avoir livré assez de sauce ranch supplémentaire. Ce matin-là, Patricia s'est appuyée dans l'encadrement de la porte avec un sourire en coin. La presse te demande pour une interview de suivi. Il t'appelle le propriétaire de la pizza du peuple. J'ai grogné. On dirait une mascotte qui a la goutte. Elle a ri. Ça pourrait être pire. Ils auraient pu t'appeler Papa Vengeance. J'ai frissonné. Patricia, pitié. Il est trop tôt pour m'envoyer en thérapie. Elle est entrée et a posé un dossier. Avant que ton ego ne gonfle, nous avons reçu les rapports finaux du premier complexe Grand Homes. 92 familles ont emménagé la semaine dernière. Une mère célibataire a déclaré aux médias que son enfant avait son propre lit pour la première fois depuis 3 ans. Ça m'a touché profondément. J'ai hoché la tête lentement. C'est ça, hein? C'est à ça que ressemble le fait d'être quelqu'un. Exactement, a-t-elle dit. Il s'avère que construire de l'espoir paie mieux que la vengeance. C'est moins tape à accent grave-l'œil par contre, ai-je dit. Personne ne fait de film sur des permis de construire. Elle a eu un sourire en coin. Peut-être qu'ils en feront maintenant. Plus tard dans la journée, j'ai visité le chantier moi-même. Pas de caméra, pas d'équipe de relations publiques, juste moi. L'odeur de la peinture fraîche et de l'herbe coupée remplissait l'air. Des enfants riaient dans la cour, faisaient du vélo et se couraient après comme si le monde ne leur avait pas encore dit non. J'ai rencontré une femme nommée Rosa, qui tenait sa petite fille sur le balcon. « Vous êtes Monsieur Grant ?» a-t-elle demandé, les yeux écarquillés. « Ça dépend de qui le demande », ai-je dit. « Mon propriétaire ne serre pas la main d'habitude », a-t-elle dit en souriant. « Ouais, eh bien, ai-je répondu, votre propriétaire livrait des pizzas, avant. » Elle a ri. « C'est pour ça que le monde a encore besoin de vous. » En rentrant, je me suis arrêté chez Luigi's Pizza, parce que certaines traditions ne prennent pas leur retraite. Elles vieillissent comme un bon fromage. Luigi m'a vu entrer et a crié, « Monsieur le gros bonnet, tu te souviens encore de nous, les petites gens ?» Les petites gens, ai-je dit. Luigi, tu fais payer 20 $ pour une grande pizza au pepperoni. Il a souri de toutes ses dents. Inflation et taxe d'humilité. Je me suis assis au comptoir, j'ai commandé une part, et j'ai laissé le bruit m'envelopper. Les fours grésillants, la radio jouant des tubes des années 80, les rires des livreurs qui ne savaient pas qu'ils se tenaient à l'endroit où le destin avait jadis pointé sa carte. Luigi s'est penché. Alors dis-moi, boss. T'es heureux? J'y ai pensé. Ouais, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie, je ne cours après rien. Je reste juste immobile, et c'est une sensation agréable. Il a hoché la tête comme un philosophe avec de la sauce sur son tablier. Rester immobile, c'est comme ça qu'on sait qu'on a réussi.
Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, la maison était silencieuse. Le genre de silence que l'on a mérité. Sur mon téléphone, il y avait un message de Monica. Juste une image, moi remettant les clés d'un appartement à une jeune mère, une photo qu'elle avait dû voir en ligne. Son texto disait seulement « Je suis fier de toi ». Je n'ai pas répondu, non par méchanceté, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Certaines conversations se terminent mieux dans le silence. À la place, j'ai envoyé la photo à Patricia avec la légende « Voilà à quoi ressemble le fait d'être quelqu'un ». Elle a renvoyé un emoji pouce en l'air et un verre de vin. Du Patricia tout craché. Cette nuit-là, j'ai trouvé une autre note avec l'écriture de Walter glissée entre de vieux papiers « Tu as transformé la terre de ton père en un jardin. N'oublie pas de continuer à planter. » Je me suis versé un verre, je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la ligne d'horizon de la ville, rayonnante comme une promesse enfin tenue. En bas, une voiture de livraison est passée. Le même logo de pizzeria, les mêmes phares fendant l'obscurité. J'ai souri. La vie a un drôle de sens de l'humour. Parfois, on commence comme livreur, et un jour on réalise qu'on livrait tout autre chose depuis le début. De l'espoir. De la justice. De seconde chance. J'ai levé mon verre vers la nuit. À toi, papa. À Walter. Et à tous ceux qui sont encore coincés dans la tempête. Tenez bon. La pizza est en route. Et sur ce, j'ai ri. Doucement. Franchement. Sans réserve. Parce que pour la première fois en 50 ans, je n'étais pas la blague. J'étais la chute qui avait fait mouche. Voilà à quoi ressemble le fait d'être quelqu'un.